Je vais commencer cette conférence sur le thème que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, sur la dépendance affective et la contre-dépendance, c'est-à-dire sur les dynamiques qui sont installées entre les personnes qui sont plutôt déclarées dépendantes affectives et l'inverse, qu'on appelle, et que je vous définirai d'ailleurs, le contre-dépendant affectif. Donc c'est des dynamiques qui ne sont pas tout souvent étudiées. Par contre, vous allez sur YouTube, vous faites dépendance affective, vous avez, je sais pas, une tonne de vidéos, d'articles en tout genre sur comment sortir de la dépendance affective. Mais la dynamique qui complète et oppose le dépendant et le contre-dépendant est moins examinée de près. Et je trouvais intéressant parce que moi je vois que dans ma patientèle, en tout cas, il y a beaucoup de problématiques de couple autour de cette question, justement, de un des partenaires qui est plutôt, qui se montre plutôt dépendant. Hein. Donc le dépendant, c'est celui qui a tendance à s'agripper, c'est-à-dire à être en manque et à courir après le partenaire qui, lui, au contraire, a tendance à freiner des cas de fer, à ralentir, à se distancier, à faire du retrait, et plutôt un évitant de la relation, quoique il n'est pas tant évitant, parce que s'il était trop évitant, il ne serait plus du tout dans le lien. Donc le contre-dépendant, je vous en parlerai, je développerai quand même, il est quand même dans le lien tout en mettant de la distance, mais il est quand même intéressé par le lien, sinon il n'y a plus personne au rendez-vous. Et ce qu'on observe, en tout cas moi c'est par expérience que j'ai observé, y compris dans mes propres parcours amoureux, c'est que souvent il s'attire. Le dépendant va attirer un contre-dépendant, et un contre-dépendant cherche un dépendant affectif pour se sécuriser. Parce qu'en fait, si on regarde bien, il y a des problématiques affectives d'insécurité sur les deux endroits, hein, dépendant ou contre-dépendant, et ils vont tous les deux aller chercher à se sécuriser l'un par l'autre. On comprend le dépendant, enfin celui qui cherche à s'agripper. On comprend facilement que, bah oui, son rêve, c'est de fusionner, c'est de s'accaparer, c'est la continuité du lien, c'est l'harmonie du lien. Donc d'aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va le combler, c'est le mythe du couple romantique. Hein. Nous allons nous aimer, il sera là pour moi, il me soutiendra, je l'aurai à moi, rien qu'à moi. Voilà. Et donc lui cherche la sécurité, ça paraît évident. Mais le contre-dépendant, lui aussi, cherche un point de sécurité en trouvant un dépendant, en attirant un dépendant affectif, parce qu'au moins il est sûr que il le valorise, l'autre il tient à lui, qu'il ne le lâche pas, voilà. Donc les deux ont des problématiques de sécurité, et c'est très complémentaire. Donc j'observe... J'observe que dans les couples que je rencontre en thérapie, il y a très souvent cette dynamique qui est installée depuis presque le départ. Alors, pas dans l'étape de la rencontre fusionnelle, hein, qui dure, je vous rappelle, entre 1 an et 1 an et demi, c'est ce que disent les enquêtes ou ceux qui ont observé les phénomènes amoureux de couples qui durent, même s'il y a des personnes qui peuvent être fusionnelles plus longtemps, hein. Mais il y a souvent dans les couples une dynamique qui s'installe après la lune de miel, qui est très demandeur de la relation, et l'autre qui est plus en train de freiner, en train de se dire voilà, mais je vais me sentir envahi, et qui n'aime pas la contrainte. Et on voit on observe que plus le contre-dépendant s'agite en disant oh là là, stop, la relation me contraint, ça va m'enlever de la liberté, je vais me sentir étouffée, elle me met la pression, il me met la pression pour me voir, il y a des attentes, au secours. Donc plus le contre-dépendant sent les attentes, et plus il a tendance à se retirer du lien, pas fondamentalement à se retirer totalement, mais à créer des hachures du lien.
C'est-à-dire qu'il est là, puis il n'est plus là. Il fait « je suis là, coucou ». Et souvent, quand le contre-dépendant est là, il est pleinement là, ce qui est assez curieux pour le dépendant, parce qu'il se dit « ah ouais, c'est super, on passe des moments pleins, il est vraiment totalement présent à moi, très empathique ». Il peut être très empathique et tout, hein, c'est pas un frileux hein, forcément. Hein. Mais assez rapidement, il crée des coupures du lien. C'est-à-dire qu'il se met en retrait dans sa bulle, il rentre chez lui, ou il se met dans son espace, et on sent un froid, c'est comme s'il n'a plus besoin de l'autre. Au contraire, il a besoin de se ressourcer dans la solitude, et sans donner de nouvelles surtout. Donc on est à l'ère des textos et tout, donc souvent il y a une grosse souffrance de la part des dépendants affectifs qui vont manquer de liens SMS, WhatsApp, mail, réseau, etc. Parce que là, on est vraiment dans une période où on ne s'envoie plus des courriers et alors le facteur arrive 3 semaines après. Mais à l'ère de l'immédiateté, les dépendants souffrent beaucoup du manque de lien des contre-dépendants. Donc c'est vraiment intéressant que je développe ce soir cette dynamique qui s'installe, qui est presque symbiotique entre les deux partenaires, le couple dépendant-contre-dépendant. Et voir comment, je vous donnerai aussi des pistes pour chacun, hein, comment le dépendant peut sortir un peu de sa dépendance affective et puis mieux gérer cette relation. S'il veut continuer une relation avec un contre-dépendant, pourquoi pas, mais il va falloir gagner en autonomie quand même, hein, parce que sinon il va se faire beaucoup souffrir dans la relation et augmenter sa dépendance affective, parce que plus le contre-dépendant s'éloigne ou crée des ruptures de lien, et plus le dépendant est en manque et veut le capter, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui monte en pression. Hein. Le dépendant se sent abandonné, donc plus il se sent abandonné, plus il panique. Et plus il panique, plus il veut capter. Plus il souffre et plus il veut capter. Et plus il est terrorisé, plus il est en demande, en fait. Alors que le contre-dépendant, quand il sent la pression de l'autre ou qu'il imagine les demandes, même si l'autre ne demande pas vraiment, parce que très souvent le dépendant affectif n'ose pas demander, n'ose pas écrire des textos, n'ose rien dire. En fait, il se dit « oh là là, si je lui montre que j'ai vraiment besoin de lui ou que je veux le voir, ça va le faire fuir, je sais que ça va le faire fuir, donc je dis rien, je n'ose pas dire grand-chose. » Mais l'autre le sent quand même. Il y a des attentes, ou il imagine qu'il y en a. De toute façon, il anticipe que l'autre va lui mettre la pression, et donc il va se sentir acculé, et donc se distancer, toujours se mettre en retrait en fait. Hein. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne, ces couples-là, qui sont assez en souffrance hein, d'ailleurs, en général. On peut les appeler aussi, en thérapie imago, ils les ont appelés le maximiseur et minimiseur. Maximiseur, hein, c'est le dépendant, hein, donc c'est celui qui maximise, c'est-à-dire qui augmente les demandes, qui est toujours là, tous yeux ouverts, écarquillés sur son partenaire, admiratif et fasciné. Regarde-moi, j'ai besoin de ton attention. C'est une forme d'avidité affective. Hein, regarde-moi, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et le contre-dépendant, alors parfois il est au rendez-vous, puis parfois ça l'effraie, quoi, ça lui met la pression. Et il va se dire, je pense que je ne suis pas à la hauteur de ces demandes. Je ne le dis pas d'ailleurs, en général, souvent des personnes qui ne nomment pas grand-chose, hein, ils ont du mal à nommer leurs émotions, alors que les dépendants affectifs sont plus des profils émotionnels, et ont plus souvent de facilité à nommer leur intériorité. Contre-dépendants, ils parlent assez peu d'eux-mêmes, ils ont du mal à nommer, hein, c'est pas des grands alphabets émotionnels souvent, il faut aller leur tirer les verres du nez, hein. Ils peuvent parler, hein, mais mettre en conscience, élaborer, c'est quand même pas leur facilité. Mais par contre, ils vont se rétracter dans leur bulle, ils vont trouver leur espace. Et comme ça, ils vont respirer, se sentir soulagés de ce qu'ils imaginent de la pression de l'autre. Et voilà, donc ça peut être assez dramatique comme situation de relation. Les deux souffrent. Celui qui souffre en apparence le moins, c'est le contre-dépendant, parce que lui, en fait, il se met à distance émotionnellement aussi. En
fait, c'est une forme d'anesthésie, hein, comme il se retire, un peu comme une tortue dans sa carapace. Ben, du coup, ça anesthésie, hein, le système émotionnel. Et donc, ça lui permet de réfléchir à autre chose, mais pas vraiment de penser à la relation, en fait. Il s'installe dans un système de défense, en fait, hein, pour se protéger. Je vous rappelle qu'il y a de l'insécurité des deux côtés. Le contre-dépendant, en apparence, pour se protéger, se met dans sa coquille et préfère ne plus penser à la relation, revient dans le présent, essaye de vraiment de se distancier, voire de s'anesthésier pour pas souffrir. Et le dépendant, au contraire, lui, il est chez lui, puis ça cogite. Hein. Et alors, à quoi il pense, avec qui il est, et pourquoi il ne m'appelle pas, pourquoi il ne m'aime pas, alors voilà, c'est parti, ça cogite beaucoup. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça s'organise, ces histoires-là. Pourquoi, hein, pourquoi y a-t-il une attraction entre un dépendant et un contre-dépendant? Parce que la nature est bien faite, hein, c'est vraiment des complémentaires. Mais par contre, ça va organiser beaucoup de souffrance. Et je dirais aussi, parce qu'il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, en fait. Hein. Le contre-dépendant, même si en apparence ne souffre pas, il est quand même pas mal en point, parce qu'il ne faut pas oublier que le contre-dépendant, lui, il a une grande aspiration à être en lien, à communier, comme nous tous, hein, mais il n'y arrive pas, en fait. Donc il y a une partie qui dit « j'ai très envie d'être en lien, j'aimerais être en couple », donc souvent il cherche, hein, à rencontrer ou à faire couple. Et puis il y a une autre partie de lui qui en a très peur et qui met en place un système de défense pour ne pas faire couple, justement, ou pour créer des hachures de lien. Donc c'est compliqué parce que ça donne vraiment le « j'ai envie, j'ai peur ». Et c'est souvent le j'ai peur qui prend le pas, en contrôlant la relation. Non, il ne faut pas se mettre là, parce que là, c'est devant la caméra, c'est pas une bonne idée. Mettez-vous ailleurs, sauf si vous voulez vraiment être filmé. Mais... Voilà. Je vous donnerai la parole après pour vos témoignages, si vous avez vécu soit en mode dépendance ou contre-dépendance. Hein, donc le dépendant, je rappelle, c'est celui qui cherche le lien, à capter le lien, qui veut toujours plus de la relation, qui en demande, et le contre-dépendant qui a tendance à repousser, à créer des ruptures de lien. Je suis là, puis je ne suis plus là, je suis là, je ne suis pas là. Et donc ça peut être assez inconfortable pour le dépendant qui, dès que l'autre s'éloigne, a encore plus envie de le rattraper. Donc il lui court derrière. C'est le fameux « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis » qui est complètement ridicule, que tout le monde connaît, mais qui marche bien. Qui est vraiment une fonctionnalité classique dans les relations amoureuses et qui crée beaucoup de souffrance, mais en même temps crée beaucoup d'états amoureux. Parce qu'on aime celui qui nous échappe. Le désir, on dit souvent, enfin c'était pas moi, c'était le désir naît du manque. Et donc, il se trouve que plus l'autre nous manque, donc plus le contre-dépendant joue au contre-dépendant, c'est-à-dire se retire du lien, et plus le dépendant s'agrippe, s'accroche en fait, parce qu'il veut le capter. Et plus il souffre. Voilà, donc c'est le truc qui marche bien, mais qui est hyper souffrant en fait. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Alors, et c'est un élément classique qui introduit l'état amoureux, et il y a beaucoup de personnes qui sont amoureuses de leur état amoureux. Donc c'est pas étonnant qu'on va trouver ces dynamiques qui s'installent et qui perdurent au sein des relations. Voilà. Un qui se sent, le dépendant, je vous rappelle, abandonné, et l'autre, le contre-dépendant, qui se sent envahi, étouffé. Donc il y a des blessures différentes à chaque endroit. Hein. Donc, voilà. Alors, on parle souvent du dépendant, donc on est sur le thème ici, dépendance. Qui dit dépendance affective dit manque. Je suis une personne qui est dans le vide, qui sent le vide ou le manque, et qui va avoir tendance à remplir par des thèmes. Hein, donc remplir fait que l'esprit horreur du vide, donc elle va remplir soit par un thème, quel que soit le thème. Alors si c'est la relation amoureuse, c'est la relation amoureuse. Mais ça peut être n'importe quel thème. Hein. Donc en fait, c'est pour ne pas sentir le manque.
C'est-à-dire que dès que la personne elle est dans la solitude, d'ailleurs très souvent les dépendants affectifs n'aiment pas la solitude, a contrario, les contre-dépendants adorent leur solitude, ils s'y ressourcent. Les dépendants affectifs, dès qu'ils se retrouvent tout seuls, ils sentent le manque et le vide. Et c'est insupportable de rester dans cette immobilité du vide. Et donc, du coup, tout de suite, ils se mettent à s'agiter, c'est-à-dire à tenter de s'accaparer sur un thème, de bouger en fait. Soit ils bougent dans leur tête, soit ils bougent physiquement, mais ils ont envie d'appeler quelqu'un, hein, souvent d'être en lien, c'est une manière de fuir le vide ou le manque. Donc c'est souvent ce qu'on observe, c'est que les personnalités dépendantes vont avoir du mal à rester tranquilles dans leur solitude et vont vite, dès qu'elles sentent ce manque, ce vide, être tentées d'appeler. Bon, alors si elles sont en relation avec un contre-dépendant, elles vont avoir envie d'appeler le contre-dépendant, mais l'autre, s'il est vraiment dans son système de j'ai envie de prendre de l'espace, il ne va pas répondre. Donc le dépendant va s'affoler, hein, panique à bord. Et il va appeler les copains, les copines. Oui, t'as vu, c'est dégueulasse ce qu'il me fait. Il répond pas à mes SMS. Et pourquoi il fait ça? Enfin voilà. Donc, mais c'est quand même, faut regarder que le dépendant, c'est souvent une problématique du vide et du manque. On est dans je peux pas tolérer le manque. Alors que donc il va chercher à se saisir, à posséder l'autre, hein, à posséder quelque chose. Je vais chercher à l'extérieur, c'est qu'il me manque à l'intérieur. Alors que du côté du contre-dépendant, on est dans l'inverse, c'est-à-dire on est dans je suis seul et je suis plein. Personne ne me manque. C'est complètement inversé. Au contraire, quand je suis seul, je suis bien. Ah, je respire, personne ne me demande rien. Et donc je suis tranquille dans mon espace et mon territoire. Et souvent, le contre-dépendant aime baliser son territoire. Là, c'est bon, tu rentres pas. Là, tu rentres. Ou alors tu rentres, mais tu sors, c'est moi qui décide quand tu sors. Hein, je suis maître à bord, c'est moi qui le contrôle. Et on remarque que dans les relations dépendants et contre-dépendants, souvent celui qui a le contrôle, c'est le contre-dépendant. Puisque c'est lui qui décide, je te veux, je te remets à distance, je vais, je reviens. Voilà. Ce sont souvent des rapports de pouvoir. Hein. Et quand le dépendant menace alors de quitter le lien, c'est lui qui prend le pouvoir. Et celui qui a le contrôle, je vous rappelle, c'est celui qui décide de... C'est moi qui mène la danse ici. Donc, bien souvent, c'est quand même le contre-dépendant qui a l'air de tenir les rênes, hein, en décidant de venir ou de se retirer. Alors que l'autre est plutôt victime, hein, le dépendant est victime souvent du manque de l'autre. Il se plaint, ou alors il ne se plaint pas, même s'il ne se plaint pas, il y a quand même une aspiration à avoir plus envie de l'autre. Voilà, et donc le dépendant va être plutôt dans je veux te plaire, des attitudes de séduction, je vais m'adapter à tes besoins. Voire je ne connais pas mes besoins moi, mais par contre je vais aller dans tes besoins à toi. Je vais épouser, moi je me rappelle, j'ai fait ça pendant une période, je vais épouser tes goûts. Si l'autre il aime faire du cheval, vous allez faire du cheval. Si il est passionné par la randonnée, vous allez faire de la randonnée. Enfin je sais pas, vous allez épouser ses goûts et ses passions pour le séduire en fait, pour lui plaire. Comme si en étant vous-même, si vous êtes dépendant, vous avez peur de ne pas assez plaire à l'autre. Donc il faut tout donner et voir se perdre dans la relation, perdre son centre, perdre son axe, perdre ses goûts, perdre ses propres goûts, ses centres d'intérêt, pour épouser l'univers de l'autre, pour lui plaire. Donc ça c'est un peu excessif évidemment, hein, c'est dans le curseur de la dépendance affective. Là c'est vraiment quand on est bien accroché qu'on fait ça, mais il y a quand même une tendance d'être les yeux rivés sur le partenaire en imaginant que l'autre va nous combler et que pour ne pas le perdre, hein, pour le capter, pour le séduire, il faut aller dans son univers et répondre à ses goûts, ses centres d'intérêt, ses besoins et s'oublier là-dedans. En fait. Donc, voilà. Et c'est dommageable pour celui qui est dépendant parce qu'il perd son centre, il perd son alignement, il perd sa vitalité même à faire ça. Il oublie qui il est, il oublie son identité.
il oublie ses propres passions, et il oublie d'identifier ses propres besoins, les besoins de l'enfant intérieur, pour aller les rencontrer et les satisfaire par lui-même, en fait. Parce qu'il croit, il est éperdument persuadé que c'est l'autre qui va répondre à ses besoins. Le couple romantique, hein, c'est s'il m'aime, alors il va me faire du bien, il va me regarder avec attention, il va me soutenir, il va me reconnaître, il va me valoriser, il va réparer toute mon enfance traumatique, en fait. Hein. C'est l'attente du dépendant affectif. Hein. Donc la blessure, c'est j'ai été carencée pour le dépendant, en amour, en chaleur, en sécurité, ou alors on m'a maltraité, j'avais des parents qui étaient trop durs ou qui étaient négligents. Et donc je vais avoir besoin de restaurer mon enfance en trouvant quelqu'un qui va beaucoup me regarder, être attentionné, etc. Mais les dépendants ne prennent pas des dépendants, comme par hasard. Et non. Et les contre-dépendants ne choisissent pas des contre-dépendants. Bah, ça c'est logique, parce que s'il y a deux contre-dépendants, il n'y a plus personne au rendez-vous. Ça ne fait pas de lien, hein. C'est logique. Hein. Là, ils vont s'éloigner tous les deux en 2 minutes et il n'y a pas de lien, parce qu'il n'y en a pas un qui court derrière. Mais dans toutes les relations, il y a beaucoup de relations, il y a quand même un qui court plus derrière l'autre. Et c'est souvent le dépendant qui vient restaurer son histoire, de petite fille ou petit garçon, pour aller chercher de l'attention, de l'amour et tout ce qui lui a manqué, en fait. Et c'est en général un leurre, parce que vous le savez tous, intellectuellement, même si vous avez du mal à le vivre dans vos tripes, c'est que c'est pas à l'extérieur qu'on peut combler nos manques. C'est pas là, hein, c'est toujours ici. Mais c'est extrêmement difficile, on peut le comprendre intellectuellement dans la théorie, c'est extrêmement difficile de le mettre en pratique, parce qu'on est des humains, et que quand on est mal en point, quand on est fragile, quand on se sent seul et qu'on est en prise avec nos blessures de l'enfance, sentiment de manque, sentiment de fragilité, d'être mal, quoi, de vide, etc. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est « Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi? Qui peut me soutenir? Qui peut me mettre, avec qui je peux me mettre dans les bras? Qui peut me regarder avec bienveillance, etc. » Donc c'est tout à fait légitime d'être un tantinet dépendant. On ne peut pas être complètement indépendant, et c'est légitime d'assumer la vulnérabilité, c'était la conférence d'avant, et d'oser demander du soutien, par exemple. Parce que moi, je distingue la capacité de demander du soutien à quelqu'un, hein, qui est ouais, j'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ton attention, bah oui, j'assume, hein, je ne peux pas faire seul tout le temps, hein, parce que sinon on serait vraiment dans je crois que je dois me débrouiller tout seul, il faut que je sois indépendant à tout prix et je vais me gérer. Non, ça c'est extrémiste et c'est pas souhaitable. Hein. Donc il y a un curseur, il y a un équilibre à tenir entre ok, je reconnais que je suis quand même dépendant, c'est-à-dire, en tout cas là je parle pour les dépendants affectifs, hein, ok, je peux assumer cette partie de ma dépendance tout en travaillant à gagner en autonomie. Et l'autonomie, ça va être de donner à notre enfant intérieur, notre petite fille, notre petit garçon, d'identifier ses besoins et de satisfaire nos besoins sans passer forcément par l'autre quand c'est possible. Et ça n'empêche pas de demander du soutien quand on est vraiment en vulnérabilité. Parce que sinon on appelle l'interdépendance. Hein. Si on est toujours en mode contre-dépendance, c'est-à-dire je suis l'indépendantiste à tout prix, hein, et vous savez que par période, probablement vous êtes passé dans ce mode-là. Si vous avez été dans une période très dépendant affectif, vous avez beaucoup souffert. Certains disent maintenant, je ne souffrirai plus, je vais passer en mode indépendant. Je n'ai besoin de personne, je veux rencontrer personne, le temps que je me construise, que je me reconstruise. Donc je ne veux surtout pas de relation, et donc je vais faire seul. Donc là on passe à 180, et c'est pas mieux, hein, parce que qu'on soit complètement dépendant ou complètement indépendant, c'est le même axe en fait. Hein. C'est exactement la même chose, c'est juste une réactivité par rapport à la dépendance. Donc c'est ni l'un ni l'autre hein, dans la relation. Enfin, je ne vous souhaite pas... le contre-dépendant souffre autant, surtout si c'est réactif. Pour ne plus souffrir, je vais éviter la relation, et c'est ça la contre-dépendance. Je vous rappelle que les deux partent de points d'insécurité. Le contre-dépendant, c'est j'anticipe que je vais souffrir dans la relation,
Donc, à l'idée de souffrir, je préfère rejeter le lien que d'y aller, en fait. J'anticipe, donc je vais rejeter avant d'y aller. J'anticipe le rejet, et pour ne pas sentir le rejet, c'est moi qui rejette en premier. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est clair. Donc ça, c'est vraiment la dynamique du contre-dépendant. Donc avant toute chose, il se coupe du lien, ou alors il va un peu dans le lien, puis dès qu'il voit que ça prend la mayonnaise, il se dit « Ouh là là, j'anticipe que je vais souffrir, il va y avoir une chute terrible, donc je préfère rejeter le premier. » Et rejeter, c'est pas souvent mettre tout à la poubelle, c'est prendre de la distance. C'est ne pas répondre aux SMS, c'est ne pas donner de nouvelles, c'est de dire qu'il part chez lui et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Hein. C'est surtout, pour le contre-dépendant, ne pas vouloir projeter du futur. C'est no future, hein, le contre-dépendant. Il n'aime pas construire. Enfin, il n'aime pas imaginer construire. Ça ne veut pas dire qu'il ne construit pas une relation, mais lui, il ne faut pas lui mettre la pression sur l'idée qu'on va construire un projet couple ensemble. Alors ça l'effraie terriblement. Déjà, le mot couple, en général, souvent, ça, les couples, là, oh, alors, on va faire un couple. Et alors, le dépendant affectif, lui, il adore, ça le sécurise, d'entendre quelqu'un en face qui veut s'engager. On va construire, on va projeter des choses ensemble, on va partir en vacances, on va acheter une maison, on va faire des projets ensemble. Alors ça, c'est le dépendant, il adore. Ça le sécurise. De savoir qu'il y a quelqu'un qui est fiable en face et qui va donner suite à ses attentes de projection, d'amour durable. D'accord ? Le contre-dépendant, pas de bol, plus il entend ces mots-là, plus ça le fait fuir. Alors il ne le dit pas parce qu'il ne le consentisse pas, mais lui, ça lui met la pression. Pour lui, la relation, je vous dis, il anticipe le rejet ou la souffrance dans la relation. Donc l'idée de construire quelque chose, ça le met en panique en fait, et ça lui met un système défensif de voilà, je réponds plus, c'est silence radio en fait. Parce que c'est pas quelqu'un qui va dire mais non, ça me met la pression. Souvent il ne parle même pas et il va se retirer en fait. Il va même pas nommer ce qui l'effraie tellement, parce qu'il n'est pas en contact avec ce qui l'effraie, qui est la construction du projet. Donc il insécurise l'autre justement en n'étant pas au rendez-vous, hein, en ne disant pas bah oui, je vais projeter avec toi, il ne dit rien en fait, il ne dit pas grand-chose. Parfois il dit oui, j'ai peut-être envie, oui peut-être, pourquoi pas, hein. Bon, c'est une bonne idée, mais pas plus quoi, il n'est pas emballé, il n'est pas enthousiaste, on va faire des projets, oui ceci, oui cela, ça on en parlera après. Et du coup, lui, il est plutôt dans l'instant présent. Et ce sont souvent des contre-dépendants, ils adorent l'instant présent. Ils visent le pouvoir du moment présent. Ils adorent. Vivons l'instant présent. Ils disent voilà, ça c'est. Et quelle est leur histoire du passé? Alors je te dirais, mais c'est vraiment. C'est amusant parce que c'est vraiment. Souvent ils abordent la relation comme ça. Vivons le présent, profitons pleinement, on ne sait pas après, donc soyons dans le présent. Voilà. Oui, c'est ça. Ne projetons pas, ou pas trop, on ne sait pas. Voilà, donc alors voilà, ils sont là-dedans. Donc ça ne veut pas dire qu'ils construisent, parce qu'il y a des couples qui se sont construits comme ça, sur la base du contre-dépendant, parce que je vous rappelle que c'est le dépendant qui s'adapte au contre-dépendant en général, mais ça se construit au fur et à mesure, sans parler de projet, de construction. Donc si, ça c'est une des pistes pour gérer un contre-dépendant, c'est-à-dire de ne pas parler de construction, de faire d'aller dans son sens, quoi. Dire non, on ne construit rien, on ne bâtit rien, on ne fait pas de projet. Et les projets se forment au fur et à mesure. Alors, il ne faut pas être à distance, hein, parce que si vous habitez à distance, vous n'allez pas vous voir beaucoup. Donc la relation va s'étioler. Il faut quand même mettre un minimum d'énergie dans la relation pour qu'elle s'organise. S'il y a personne qui met de l'énergie pour se voir, ça ne va pas durer longtemps. Et donc j'ai vu des couples comme ça, où justement le contre-dépendant faisait silence radio pendant 6 mois, 1 an. Non mais c'est vrai. Et le dépendant, qui tenait quand même à la relation, ne lâchait pas le lien tout en étant en colère, quoi. Donc à un moment donné, le dépendant, il se dit, bon, l'autre il me rejette, donc je coupe le lien. Mais il y a un attachement chez les dépendants. Les dépendants ont beaucoup de mal à lâcher le lien. Ils ont quand même
tendance à y retourner, c'est-à-dire à rappeler le contre-dépendant de temps en temps pour voir « Allô, t'es encore là, tu m'oublies pas ». Donc c'est le dépendant général qui va revenir dans la danse et remettre du liant parce qu'il est beaucoup plus émotionnel que l'autre. Plus attaché et plus émotionnel comme profil, plus chaleureux. Alors, dans les blessures, pour le dépendant, c'est souvent l'abandon, la carence, l'abandon. Pour le contre-dépendant, c'est souvent l'intrusion. L'intrusion, l'envahissement, l'autorité, hein, quelqu'un des parents autoritaires qui ont voulu faire de l'enfant un objet ou il leur imposait un autoritarisme. Et donc l'enfant a dû s'opposer, mais pas par devant, parce qu'il devait obéir, mais par en dessous. C'est-à-dire, quand je serai plus grand, ben moi, on ne mettra pas la pression, on ne m'imposera pas quelque chose. Si on a des attentes, on ne m'aura pas. Tintin. Donc c'est hyper violent. Hein. C'est une violence souterraine qui est, je me retire, je me mets dans ma bulle, parce que je ne me ferai pas avoir par la demande de l'autre. Et lui, il imagine qu'on lui impose quelque chose. Même si ce n'est pas vrai, le contre-dépendant imagine et anticipe qu'on va lui demander, on va lui imposer, qu'il va être contraint, qu'il ne va pas être libre. Ça, c'est les mots qu'ils disent, hein, les contre-dépendants. Je ne me sens pas libre, je n'ose pas faire ce que je veux, je suis vite contraint, je me sens dans une cage. Voilà, ça c'est ce que disent je sens la pression, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. L'autre ne met pas forcément la pression. Et le contre-dépendant sent la pression ou imagine une pression tout de suite. Voilà. Donc ce sont ce type de blessures. Évidemment, ça matche très bien. L'abandonnique cherche quelqu'un qui va l'abandonner. Et celui qui est intrusé va réactualiser sa blessure d'intrusion en prenant quelqu'un qui est demandeur en fait, qui est beaucoup là, qui ne le lâche pas. Alors bon, c'est bien qu'il ne le lâche pas, mais qui est intrusif parce que quelque part, le dépendant, il a besoin du lien. Il a du mal à faire sans le lien, pas très souvent, manque d'autonomie. Donc du coup, il a tendance à être intrusif et à demander beaucoup. Donc maximiseur, minimiseur, et ça marche très bien. Ce sont des complémentarités souffrantes et bien organisées. Donc il y en a un, vous avez vu, qui est sur le mode le dépendant saisir, capter, posséder. Et l'autre, c'est exclure, rejeter, se déposséder. Voilà. Donc on est sur ce thème. Plein, manque, plein, manque. Vous avez vu ? Donc, comment on se libère de ce truc-là? C'est vachement important, ça, je devrais dire vraiment la question. Pour les deux, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que les deux tournent autour du manque ou du plein. Hein. On est vraiment dans la même dynamique, hein, qui est la dynamique inversée, c'est pile et face. Hein. Déjà, il y a quelque chose que nomment tous les enseignements spirituels hein, qui mènent à ça. C'est quand il pointe vers sentir sa présence, sentir la présence, notre présence à nous-mêmes en fait. Hein. Donc ça c'est un premier point. Les contre-dépendances sont assez facilement là-dedans d'ailleurs, hein, puisque souvent ils n'ont pas besoin de l'autre pour exister. Pour les dépendances plus compliquées, c'est comment je me sens exister sans la présence d'un autre ou d'un animal, hein, parce qu'ils vont s'entourer aussi d'animaux, enfin ils s'entourent en fait. Mais c'est comme si, quand ils sont dans le seul à seul, ils ne se sentent pas incarnés, exister suffisamment. Et il y a souvent une problématique à l'incarnation chez les dépendants affectifs. Souvent, pas toujours, mais souvent. Comment j'étais accueillie sur Terre? Est-ce que j'étais désirée? Quelles sont les problématiques de l'enfance, etc. Souvent, on va trouver chez le dépendant un manque difficulté à se sentir exister structurellement parlant. Donc comme je ne me sens pas, je vais aller chercher chez l'autre qu'il m'aide à me faire me sentir exister, me sentir dans le corps, me sentir vivre, me sentir... s'il me regarde, je me sens exister. S'il me touche, je me sens exister. Si je me touche, je me sens moins exister, nous dit le dépendant affectif. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu complexe. Et en même temps, c'est l'orientation, c'est la direction qu'on fait travailler en thérapie
qui est comment je vais sentir mon incarnation, ma présence, la présence divine, ma présence à moi, la présence à la vie, dans ma solitude. Donc c'est pas gagné, hein, parce que c'est pas simple, hein, de se sentir exister, incarné, hein, quand on n'a pas l'habitude, quand on est un peu éthéré, comme ça, ou quand on a été carencé, hein, en chaleur affective. Donc l'automatisme, c'est d'aller chercher un être humain à l'extérieur, ou des animaux. Je dis des animaux parce que très souvent, les dépendants, ils aiment bien, ils s'entourent d'animaux. Hein. Parce que c'est pareil, c'est affectif, quoi. Ils sont des affectifs. Hein. Donc ils s'entourent. Ils s'entourent d'amis, ils s'entourent. En fait, ils s'entourent, en fait. Ça va aussi avec la personnalité altruiste. Hein. Les dépendants, altruistes, ceux qui s'oublient, ils aiment le contact, en fait. Hein. Et donc, ils vont s'entourer pour sentir de la chaleur. Mais par contre, sentent le froid quand ils sont tout seuls. Donc, il va y avoir une recherche à faire sur comment je peux sentir de la chaleur à l'intérieur dans le seul à seul. Donc, il y a à trouver quelque chose, à chercher quelque chose de cet ordre-là. À vous de trouver votre chemin propre, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un chemin qui serait vraiment le même pour tous. Voilà, y a pas... Mais chacun individuellement, si vous êtes plutôt en mode, vous vous reconnaissez dans le côté plutôt dépendant, j'ai besoin du contact, j'ai besoin de m'entourer. Dans la solitude, je sens le froid, je ne me sens pas exister. Je cours chercher du lien. Ben, regardez comment vous pouvez, dans votre solitude, vous sentir en présence de vous-même, mais dans une présence, je dirais, confortable, agréable, pas une présence angoissante. Sinon, vous allez toujours fuir à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est toujours le mur. Vous prenez des murs parce que à l'extérieur, on ne peut pas trouver quelqu'un de parfait qui va combler tous nos manques. Donc il va les combler un temps, puis un temps, le contre-dépendant, il ne les comble pas tout, quoi. Il les comble un peu, puis après, il se remet dans son territoire et il ne construit pas. Donc voilà, c'est à trouver une présence à soi, au plus grand, enfin quelque chose qui vous emmène dans quelque chose de... Voilà, dans quelque chose de presque plus subtil, qui est moins dense que l'union dans la matière. N'oubliez pas que les dépendants affectifs sont des fusionnels. Donc, ils vont, en étant fusionnels, rencontrer la matière. Hein, quand on fait l'amour ou quand on est dans le lien affectif, dans l'échange, dans la complicité, dans le partage, on est dans la matière. Là, la proposition que je fais, c'est de se rencontrer dans sa présence, dans une matière qui n'est peut-être pas très incarnée, là. Donc, il faut le faire vivre, ça. C'est pour ça que c'est moins évident, c'est plus facile d'aller dans la relation parce qu'on sent plus la matière, la matérialité, la densité. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous me comprenez. Donc voilà, c'est pour ça que les fusionnels sont souvent des dépendants affectifs parce qu'ils vont chercher dans la fusion la vibration organique, la vibration émotionnelle, la vibration de l'existence même à travers la corporalité, l'émotionnel et le mental. Et que les contre-dépendants, eux, se sentent exister plus facilement dans la solitude, donc sont moins fusionnels, ont moins besoin de la relation pour sentir leur présence. Le coup classique. Voilà. Et c'est pour ça que ils se modélisent. En fait, le dépendant cherche à être en miroir, et il aimerait bien faire comme le contre-dépendant, mais il a du mal, en fait, à faire ça. Parce que c'est pas facile pour lui. Et le contre-dépendant, qu'est-ce qu'il fasse pour aller mieux? Alors, le contre-dépendant, lui, puisque tu es sur le contre-dépendant, puisque j'ai dit que c'était quand même celui qui avait souvent le contrôle dans la relation, lui, ce qui lui fait peur, c'est l'engagement. Donc, ce qu'on appelle les phobies de l'engagement. Ça peut être homme ou femme, hein, on va tergiverser, hein, il n'y a pas que des... Oui, chez les autres, ben non. Il peut y avoir des femmes. Et lui, souvent, c'est assez violent comme truc d'ailleurs, c'est que comme il ne sait pas, au fur et à mesure, mettre ses limites, il ne sait pas dire non au fur et à mesure, donc du coup, il s'adapte aussi à l'autre. Alors souvent, c'est des gens qui sont assez gentils dans la relation, hein, ils sont plutôt bienveillants. Donc il ne veut pas contrarier, il ne veut pas fâcher. Souvent, il y a une problématique à la colère chez
chez les contre-dépendants, hein, ils ne se mettent pas forcément en colère. Ils ne disent pas par devant non, mais par derrière, ils se retirent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ne donnent plus de nouvelles. Voilà. Mais ils ne disent pas forcément non, je ne veux plus te voir, non, tu ne m'intéresses pas, non, je ne suis pas d'accord avec le fait d'aller à tel endroit. Voilà. En fait, ils ne s'opposent pas. Et c'est dans cette incapacité à s'affirmer dans le non, à s'adapter aussi à l'autre finalement, qu'ils se retirent comme ça, ils font du retrait. Mais ça part d'une problématique à la colère chez eux. Je ne sais pas me mettre en colère, je ne sais pas m'affirmer. N'oubliez pas que j'ai dit, hein, c'est souvent des parents qui ont été trop autoritaires, qui ont imposé ou qui ont utilisé l'enfant comme un prolongement d'eux-mêmes. Je veux que tu sois mannequin ou je sais pas quoi, ou que tu sois ingénieur, j'attends que moi j'ai pas réussi, donc tu vas réussir. Donc l'enfant se sent objet utilisé, hein, par le parent, et donc en grandissant dire plus jamais on m'aura là-dessus. Donc il ne va pas se confronter directement à l'autre, c'est pas un alpha, hein, les contre-dépendants. Rappelez-vous dans les profils, c'est pas quelqu'un qui va s'opposer franchement, mais il va s'opposer en étant dans le retrait. Ça peut être frileux ou planqué. Ouais, frileux ou planqué. Je te dis pas oui par devant, mais la violence, elle est dans je te donne plus de nouvelles. Je ne fais pas suite, en fait, je donne pas suite. Ou je donne suite quand je veux, d'ailleurs dans 3 semaines. C'est moi qui décide quand je te remets un texto. Hein. Puisque vous attendez la réponse, hein, vous mettez un texto, puis l'autre il répond pas. Hein. Puis il répond quand il veut. 15 jours après, voilà, 3 jours après, je réponds. Tu es dans l'attente. Oui, il y a la violence, et il se fait violence aussi parce que n'oubliez pas que le contre-dépendant aspire au lien. C'est sa plus grande peur et sa plus grande aspiration, c'est la connexion à l'autre. Mais il est figé, hein, il part dans le figement et il se remet dans le froid et donc il reste dans sa distance confortable, familière, pour se protéger. Parce qu'il anticipe qu'il va souffrir dans le lien et ça, il ne veut pas. Il veut plus. Il avance et il recule en fait. Il avance et recule. Il fait un pas en arrière, un pas en avant, un pas en avant, un pas en arrière. Et ce qui fait paniquer le dépendant affectif. On le retrouve, là on était sur le plan de la relation, on va le retrouver sur le plan de la sexualité, c'est la même chose. Hein. On va le retrouver sur tous les plans, hein. Très souvent. Hein. Alors, ça va dépendre des couples. Hein. Et des couples, on voit qu'il y en a un qui est demandeur de sexualité, homme ou femme, et l'autre qui joue le froid, un peu mais pas trop. Donc, et plus l'autre est demandeur, et plus l'autre se retire parce ça lui met la pression, il sent qu'il y a des attentes, et plus il sent qu'il y a des attentes, et plus il ne donne pas, quoi. J'ai un truc qui se mord la queue, quoi. Lequel serait davantage dans le sexe? Hein? Lequel des deux serait davantage dans le sexe? Ah bah toujours pareil, le dépendant affectif, lui il est en demande, puisqu'il est en demande de fusion, donc il est en demande de sexualité très souvent. Il a envie de l'autre, quoi. Il a envie que l'autre soit proche, tout près, si tu veux. Après, c'est quelque chose de très intime. Je ne sais pas si on oui. peut dire que forcément les dépendants affectifs seront plus en demande de sexualité. Oui, souvent. Le contre-dépendant, il peut être en demande. Alors, le contre-dépendant, il peut aimer la sexualité, mais il va vite. Pour lui, il a envie d'ouvrir son cœur. Mais il peut être dans le cœur pendant l'acte, hein, et puis après l'acte, ça repart dans le froid. Parce que la problématique est sur l'intimité. Hein, sur je fais continuer la relation, il anticipe toujours qu'il va souffrir dans le lien. Donc dans la sexualité, d'ailleurs c'est pour ça que c'est très surprenant, parce que pourquoi les dépendants affectifs continuent d'être en lien avec des contre-dépendants? Parce qu'ils sont charmants en fait. Ils sont très présents dans la relation pendant qu'ils sont là. Ils sont totalement et pleinement là, y compris dans la sexualité, ils peuvent être complètement là, super chouchou, adorable, très aimant, tout ça. Et puis après, tu as une rupture du lien, et tu sais, tu t'y attends pas, en fait, c'est quoi ce plan, tu vois? Et en fait, c'est ça qui est surprenant, et c'est là où c'est imprévisible et cassant, et ces ruptures de lien c'est extrêmement inconfortable et désagréable. Mais elles sont désagréables pour celui qui est attaché, qui est plutôt en mode dépendant. Je dis à la limite, c'est peut-être l'autre qui est plus sexuel que le dépendant affectif. Oui, elle dit que c'est peut-être le contre-dépendant qui est plus sexuel. Alors il peut être sexuel, mais je te dis,
Mais pas... ouais, mais après, oui, ça peut être une dynamique comme ça. Mais après, dans le lien, si tu veux, dans le lien du cœur à cœur, ça va être plus délicat à la sortie du rapport sexuel. C'est-à-dire, il peut te dire « je t'aime » ou « je te fais sentir que je t'aime », tu comptes énormément pendant l'acte, par exemple. Puis après l'acte, t'entends plus hein, « je t'aime », tu sais pas pourquoi. Que s'est-il passé? Et ben voilà, parce qu'il a peur. Émotionnellement, il y a une forme d'anesthésie. Je vous rappelle que dans le figement, hein, au niveau de la physiologie, il y a un émoussement des émotions, des sensations. Donc il y a forcément une forme d'anesthésie. Et en réfléchissant à cette conférence, là, je me disais, tiens, on pourrait même faire un parallèle entre le fonctionnement du système nerveux. Hein. Donc je vous rappelle qu'il y a deux modes hein, dans le système nerveux. L'orthosympathique, c'est-à-dire l'accélérateur, c'est plutôt les hyperactifs, ceux qui ont tendance à charger leur emploi du temps, à accélérer, à être rapide, à vouloir faire plein de trucs. Donc ça serait plutôt les dépendants affectifs, qui seraient toujours dans « je veux plus hein, », je veux du lien. Ils sont plutôt le pied sur l'accélérateur, demandeurs. Et les contre-dépendants sont plutôt dans le parasympathique en général. Et ils ont plutôt tendance à être plutôt « je freine, je suis figé, je me refroidis, j'y vais pas hein, », tu vois. J'y vais, il y a une impulsion d'y aller, une aspiration d'y aller dans les liens, puis il y a un frein. Puis après, ils y retournent, puis il y a un frein. Donc, ben voilà, donc il y en a un qui est en parasympathique et l'autre qui est en orthosympathique. Donc on fait quoi? On est content. Hein, c'est souffrant tout ça. Bah, oui, c'est des relations qui sont souffrantes. Hein. Oui. On ne peut pas avoir les deux. On peut avoir des fois, oui, dépendance et contre-dépendance, il peut y avoir mais pas en même temps. Il peut y avoir des périodes où tu pars en mode dépendance et une fois que tu as bien souffert, tu reviens en contre-dépendance. Mais j'ai dit, c'est ni l'un ni l'autre. Les deux ne sont pas intéressants en soi, c'est des modes souffrants. C'est effectivement névrotique, les deux sont névrotiques. Surtout quand l'attachement est fort et que en général, ce que j'ai dit quand même, c'est que celui qui s'adapte le plus, c'est le dépendant. Parce que l'autre a le contrôle en fait. Donc s'il veut garder le lien, bah, c'est le dépendant qui reste dans le lien. Et si vous voulez rester avec un contre-dépendant, c'est à vous de rester dans le lien. Parce que sinon, l'autre il va lâcher le lien. Hein. Si vous ne restez pas, lui il se met dans son espace. C'est possible aussi que, par rapport à sa question, que un coup le contre-dépendant devient dépendant et inversement, mais carrément en restant dans le couple, ils inversent les... Alors est-ce que c'est possible qu'il y ait une inversion des rôles? L'inversion des rôles arrive quand le dépendant menace de sortir du lien. D'un coup il s'aperçoit que celui qui le sécurisait, c'est-à-dire le dépendant, qui en fait qui est tous yeux sur lui, qui lui donne beaucoup, qui le sécurise, qui le narcissise, etc. D'un coup, il menace de quitter parce qu'il n'en peut plus que l'autre réponde pas toujours, projette de rien, enfin pas grand-chose, est toujours au coup par coup, là, instant après instant, etc. Donc à un moment donné, il menace de quitter le lien. Et ben, le contre-dépendant peut passer en mode effrayé, quoi, en mode ah ben non, je tiens à toi, je ferai ce que tu veux, ma chérie, mon chéri. Voilà. Donc, d'un coup, il peut sortir de son fonctionnement habituel. Parce que je vous rappelle que les deux sont insécures. Hein. Dépendant contre dépendant, il y a de l'insécurité. Le contre-dépendant met son système de défense, mais a besoin de se sécuriser par le lien et la chaleur du dépendant. Sinon, il est dans le froid tout le temps. Hein. Alors, bon, il peut fonctionner en solitaire, hein, ou alors avec... souvent, ça peut être des mystiques aussi, hein, mais bon, à un moment donné, on aspire à la connexion. Donc, ils sont assez contradictoires, les contre-dépendants. Ils disent à la fois, j'ai envie d'être en couple, ou je cherche ma femme idéale ou mon prince charmant, et à la fois, j'en ai peur. Donc ils sont très contradictoires, il y a vraiment une ambivalence chez eux, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous l'explique, parce que c'est pas très clair. C'est je fais avec toi, mais c'est ni avec toi, ni sans toi, quoi, en clair. Quelle est la meilleure relation? Eh ben c'est quelle est la meilleure relation? C'est les relations saines, ça serait quand le dépendant commence à construire son autonomie,
en sentant une plus grande présence à lui-même, en étant en capacité de développer, d'identifier les besoins de son enfant intérieur, de les sentir, au lieu de s'adapter et d'aller dans les besoins de l'autre, hein, de s'oublier, sentir ses propres besoins, de les identifier, et que l'adulte prenne en charge les besoins de son enfant intérieur à lui, pour gagner en autonomie, tu vois. Par exemple, je vais écouter, par exemple, j'ai envie de chanter, de danser, j'ai pas besoin de danser avec l'autre. J'ai envie de me faire un bon repas, j'ai pas besoin de partager un repas avec mon partenaire. Je vais me faire un bon repas avec moi. Donc on dit ici, sortir du mendiant vers l'empereur, ou sortir de la mendiante vers l'impératrice. Et c'est ça aussi, gagner en autonomie. Alors bon, ça a l'air simple, hein, mais j'avais un de mes enseignants qui disait, voilà, il faut apprendre à développer l'amour intérieur, pour s'aimer soi en fait. Pour le dépendant, évidemment, la seule voie à la voie royale, c'est de s'aimer en fait. Sentir sa présence, s'aimer, aimer la personne que l'on est, être en accord avec soi, au lieu d'attendre que l'autre nous reconnaisse, nous valorise, nous apprécie, nous contente, nous soutienne. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on se prive du lien, que effectivement, notre partenaire, il peut nous donner ça, mais il est limité, donc il ne peut pas le faire tout le temps. D'autant plus le contre-dépendant qui, lui, a tendance à faire chaud-froid. Donc attendre tout de l'autre, c'est extrêmement risqué, très souffrant. C'est pour ça que c'est pas un hasard quand les dépendants rencontrent des contre-dépendances, des crises qui sont quelque part salutaires, qui amènent le dépendant affectif à travailler sur son autonomie, en fait. C'est pas plus mal. Mais c'est pas, l'idée n'est pas de partir dans l'indépendantisme à tout craint. Parce que là on passe sur le même axe, mais en sens inverse. C'est plutôt, effectivement, aller investir son enfant intérieur, s'occuper de soi, prendre soin de soi, apprendre à se reconnaître, au lieu d'attendre que l'autre me reconnaisse, apprendre à se valider, apprendre à prendre soin de soi. Hein. Donc c'est renforcer un parent nourricier pour l'enfant intérieur, qui est une partie de nous, petite fille ou petit garçon, qui attend que son parent, entre guillemets, qui ici est le partenaire, vienne réclamer son dû, quoi, vienne entreprendre ce que le parent originel n'a pas fait à l'époque. Donc voilà, donc c'est tout un chemin, et c'est pas simple, hein. Pas simple. Et puis il peut y avoir des périodes de vie où vous êtes plus dépendant que d'autres, hein, qui sont légitimes. Moi je sais que je traverse en ce moment une période extrêmement tourmentée avec des problèmes de santé, etc. Bah oui, je reconnais que je suis beaucoup plus dépendante affective qu'à une époque où j'étais en stabilité, où tout allait bien dans ma vie. Oui, bon, et ben, ok. Mais je pense qu'il faut aussi accueillir ces parts-là, hein, et reconnaître que on fait notre mieux, on fait ce qu'on peut, on ne peut pas être toujours en mode autonomie, et qu'il y a des périodes où on attend plus de soutien de nos compagnons, de nos amis, et ça a sa place aussi. Hein. Faut pas non plus imaginer que l'autonomie, c'est gagner une fois pour toutes. Je pense qu'on n'en a jamais fini avec ces histoires de prendre soin de soi, de s'aimer et d'apprendre à se reconnaître et se valoriser, et de se sentir exister. On n'en a jamais fini avec ça. C'est vraiment un chemin escarpé, et c'est jamais complet, quoi. On sera jamais. Je pense pas qu'il y ait un moment donné, même après X années de travail, de thérapie, ou ce que vous avez, ou spirituel, ou ce que à un moment donné, vous êtes complet, vous êtes dans la béatitude du matin au soir, et vous n'avez plus besoin, vous êtes autonome, et tout va bien pour vous, dans le meilleur des mondes. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des moments qu'on traverse qui sont de toute façon des moments de turbulence, où on a besoin les uns des autres, et où on va s'appuyer plus sur l'autre, sur notre compagnon, sur notre ami, sur nos proches, en fait. Hein. Quelle attitude, par exemple, quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou elle, ouais, qui détecte, la personne qui détecte, par exemple, la dépendance, elle va travailler dessus, et cette personne qui a travaillé là-dessus, comment, une fois qu'elle a vu, par exemple, ses faiblesses, comment va se passer la suite après, pour une autre relation?
cette personne a fait un travail et après, que se passe-t-il après? Donc, voilà, qu'est-ce qu'elle va attirer du coup? Donc la question c'est, bon, vous êtes reconnu comme dépendant affectif, vous avez fait un travail sur vous, bon très bien, donc vous l'êtes moins normalement, et que va-t-il se passer ensuite? Voilà mon point d'interrogation. Va-t-il attirer encore des contre-dépendants? C'est possible, ou pas? Et je vous rappelle que deux dépendants, quand on sort de la dépendance affective, déjà on est mieux dans ses baskets, hein. On est quand même plus construit, on a plus de fondation, on sait vivre seul, on s'apprécie, voilà, donc on a déjà moins besoin de la relation, c'est-à-dire que la relation amoureuse reprend sa juste place. C'est pas un détachement, j'en ai rien à faire de la relation, ça m'intéresse pas, mais elle est à sa place, elle est rangée à sa place. C'est-à-dire que la relation ne prend pas toute la place. Chez le dépendant affectif, la relation prend toute la place. Il y a de l'obsessionnalité, hein, c'est-à-dire il y pense tout le temps, c'est jour et nuit, il y a de la jalousie, de l'anxiété, de l'envie de posséder, l'envie d'être avec, du manque, machin, je vous ai dit tout ça. Hein. Quand on a fait un travail sur soi, normalement, ceci s'atténue. Je ne dis pas que ça disparaît. Je dis que ceci s'atténue. Il peut y avoir des périodes de retournement où on est complètement épris et ça repart mon kiki, mais il va y avoir quand même des points de solidité qui font que voilà, la relation elle est à sa place, quoi. Et donc je ne suis pas prêt à avoir des conduites dangereuses pour l'autre, pour un autre que moi. Parce que c'est ça le dépendant affectif. La dépendance, c'est ça, je me mets en danger. J'avais une patiente il y a 2 jours. Elle a quitté ses enfants, elle a quitté son ex-mari, bon elle n'aimait plus trop, mais elle est partie se rapprocher d'un homme marié, donc elle est éperdument amoureuse parce que cet homme la devine, la capte de l'intérieur et lui donne de l'amour inconditionnel en fait. Sauf qu'il est marié et qu'il lui dit qu'il ne va pas quitter sa femme. Donc elle pleure tout le temps, elle est hyper, bon, voilà un type, un vrai exemple de dépendance affective. Et elle est hyper malheureuse là-dedans, mais c'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas s'empêcher de lui courir derrière, quoi. Et donc, oui, elle a une enfance terrible, et donc elle ne sait absolument pas prendre soin d'elle, ni de prendre soin de ses besoins, ni de se valoriser, ni de s'aimer, en fait. Donc il y a ce passage obligé pour qu'ensuite elle construise ses fondations et qu'elle puisse gérer cette relation avec quelque chose de plus confortable. Si elle veut rester dedans, bon, s'il reste indisponible, qu'elle arrête d'avoir l'espoir qu'un jour il quitte sa femme, déjà, et que ça soit vivable, c'est-à-dire qu'elle ait ses propres passions, ses centres d'intérêt, et que la relation reste à sa place, et qu'elle ne prenne pas toute la place, qu'elle ne passe pas jour et nuit à penser à ça, et à pleurer dès qu'il ne lui téléphone pas, quoi, ou qu'il ne dort pas avec elle. Forcément, il est marié. Des exemples. Mais souvent, les dépendants se mettent avec des gens qui ne sont pas disponibles, ou peu disponibles. Donc ça les fait travailler sur justement cette problématique de dépendance, qui est mais comment je ne supporte pas ma solitude, mais je suis obligée de la visiter à un moment donné. Et ça va être c'est des passages souffrants, hein, parce que c'est facile de dire ouais, en théorie, oui, vous confrontez à votre manque, là, sentez votre présence. Oh, c'est bien gentil, mais quand vous êtes seul sur votre canapé ou dans votre lit dans la nuit, là, à vous sentir vraiment tout seul, à ruminer sur vos problèmes, c'est la grosse galère quand même, hein, on le sait. Enfin, moi, je sais que je passe par là. On veut se prendre des tonnes de coussins, tout ce qu'on veut, les doudous, les machins, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, en théorie, on peut tout vous raconter. Après, dans la pratique, c'est beaucoup moins évident. Donc, moi, j'ai pas de conseils avisés extraordinaires. J'ai jamais trouvé la baguette magique là-dessus. Donc, je vous dis, chacun fait de son mieux. Donc, on peut s'entraider, on peut faire des... Il doit y avoir des groupes de dépendants, des groupes d'alcooliques anonymes, des groupes de dépendants affectifs. Comment on s'entraide, on se soutient. Parce que les contre-dépendants, en fait, comme ils sont assez bien dans leur solitude, ils n'ont pas... Ouais, enfin, ils vont se rencontrer, mais ils sont vite dans... on se comprend entre nous, et puis bon, au revoir, ciao, à la prochaine. Donc, ils sont envahis. Donc, Et comment ils guérissent de leurs blessures? Alors, comment ils guérissent de leurs blessures? En ôtant leur carapace. Alors déjà, en allant dans la colère. J'ai le droit de dire non à l'autre quand je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire en nommant leurs émotions, leurs sentiments, leurs non, leurs oui.
ne sont pas très démonstratifs. Ils disent « oui, j'ai envie de m'engager avec toi », mais ils ne disent pas qu'ils ont peur, en fait, par exemple. Ils ne disent pas qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils ne disent pas qu'ils ont peur de se faire maltraiter, d'être manipulés. Ils ne disent pas d'être trahis, tu vois. Ils disent une partie des choses, mais il y a plein de zones d'ombre qui ne sont pas montrées. Donc il faut qu'ils apprennent à parler en vérité, parce que c'est pas compliqué pour eux, au fur et à mesure. C'est-à-dire dans l'instant, de dire vraiment ce qu'ils ressentent et ce qui leur fait peur. Ce qu'ils rejettent, ce qui leur fait peur. S'ils n'ont jamais fait, pourquoi ils vont commencer à le faire? Eh bien parce que ils ont envie de... Parce que quand je te dis à un moment donné, alors soit ils restent comme ça toute leur vie, donc, parce que ces moments ils sont dans leur zone de confort, hein. Mais ils ont des petites relations assez courtes, si tu vois, des relations qui ne sont pas très denses, quoi, pas dans l'intensité, mais qui ne sont pas très impliquantes dans l'intimité. Et ils aspirent quand même à une intimité plus profonde. Comme tout le monde, à la communion, à contribuer. En fait, ils aspirent à une relation durable, très souvent. Mais ils en ont très très peur. Donc du coup, il y a une forme de se faire violence en se convainquant que bon, on gère bien, quoi. On gère la solitude, on n'a pas besoin d'autres. Un peu, mais pas trop. Hein, et c'est pas vrai, en fait. C'est confortable, mais très souvent, il y a quand même une aspiration à faire un couple durable ou à faire vivre une relation plus longue et plus impliquante. Donc déjà, apprendre à se mettre en colère, c'est-à-dire à dire ou à s'opposer, à s'affirmer dans la relation, à nommer ce qui blesse l'autre, ou ce qu'ils imaginent pourrait déplaire à l'autre. Parce que là aussi, eux aussi, ils sont assez... ils arrondissent les angles, ils disent pas ce qu'ils pensent vraiment, donc on ne sait jamais ce qu'il en est. Donc, s'affirmer, dire, parler en vérité, dire ce qui se passe, oser, et vérifier qu'ils vont être accueillis par le partenaire. Que l'autre ne les rejette pas. Hein, il ne va même pas les juger très souvent. C'est pas systématique. C'est pas parce que je dis que je ne veux pas aller au restaurant avec toi ou que je ne veux pas faire l'amour avec toi que je vais me faire rejeter. Ça, c'est une anticipation qui a été vécue antérieurement que les contre-dépendants anticipent. Donc voilà. Donc ça, c'est une piste pour eux. Hein. Arrêter d'anticiper qu'ils vont être dans la souffrance s'ils vont être en relation impliquée. Donc sortir du plongeon, quoi, plonger dans la relation, oser, prendre le risque. J'en avais un hier qui me disait, que j'ai confronté là-dessus, et qui me disait, moi j'ai tellement peur de me faire manipuler, parce que ma mère m'a manipulé, je sais pas quoi, etc., qu'il me faut beaucoup de temps pour reprendre confiance dans le lien et pour me dévoiler. Et je lui ai dit, voilà, prochaine relation, je vous invite à vous challenger et d'emblée dire tout ça. Dire que vous avez peur d'être rejeté, de ne pas être accueilli, d'être jugé, d'être maltraité. Voilà, et pas attendre. Sinon, vous passez votre temps à mener des relations qui sont complètement superficielles, et c'est pas ça que vous aspirez. Vous aspirez à l'intimité. Donc pourquoi attendre 6 mois, 1 an avant d'être dans l'intimité alors que vous avez vraiment envie d'être intime en fait. Donc challengez-vous et vous verrez, faites l'expérience. Il y aura un petit garçon qui sera effrayé à l'idée de se dévoiler au début. Mais écoutez, voilà, prenez-le dans les bras ou écoutez, vous allez vérifier que l'autre n'est pas si méchant que ça, hein, que ce n'est pas votre mère ou votre père d'il y a l'époque. Hein. Donc il y a des grandes chances qu'en étant intime, c'est-à-dire en dévoilant, vous avez des peurs, vous avez peur du rejet, peur d'être jugé, critiqué, etc. Il y a peu de chances que l'autre vous critique, au contraire, ça va l'émouvoir. Ça crée l'intimité, ça donne une permission à l'intimité de se dévoiler, en fait, dès le début d'une relation. Donc, ça aussi, c'est une manière de gérer une relation avec quand vous sentez un contre-dépendant, c'est d'aller doser l'intime dans l'échange verbal et de lui demander un accord là-dessus. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on parle en vrai de nos ressentis, qu'on fasse des débriefs, en fait, de temps à autre, hein, pas trop effrayer, mais qu'on débriefe de nos ressentis, de ce qui se passe dans notre relation, voilà, de nos peurs, de nos contentements, voilà, à la fois ce qui nous fait du bien et ce qui nous déplaît. Parler des deux, hein, le plus et le moins. Et donc, d'oser créer
un accord tacite sur une régulation émotionnelle avec un contre-dépendant, plutôt que de faire comme si on parle de la pluie du beau temps, on fait des activités ensemble, bon, bah, c'est très bien tout ça, mais vous n'aurez pas le degré d'intimité et vous aurez donc des passages à l'acte névrotiques. Ce que j'appelle pour le contre-dépendant, le passage à l'acte, c'est tout va bien et je me retire. Et tu ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison. C'est juste que quand tout allait bien, tout n'allait pas bien. Il ne disait pas le un quart de ce qu'il pensait tout bas. Il y avait des moments qui le heurtaient, où il se sentait intrusé, ou envahi, ou je sais pas quoi, ou en désaccord, mais il n'osait pas le dire. Et donc, à force de ne rien dire, il accumule, et lui, il n'explose pas, il se retire. Je vous rappelle, ce n'est pas un contrôlant alpha, donc ce n'est pas quelqu'un qui explose dans la relation, il implose, et il se retire. Puis la distance, il ne donne pas de nouvelles. Voilà. Donc, après, vous êtes tout seul. Alors, c'est embêtant, parce que si vous êtes tout seul dans le bateau, il n'y a plus personne au rendez-vous. C'est toujours un peu bizarre hein, quand vous fonctionnez avec contre-dépendant, parce qu'il ne répond pas. Donc, vous vous ressentez un peu seul dans le lien quand même. Bon, donc il faut aller le chercher, puis s'il ne veut toujours pas rester dans le lien, il faut le lâcher. Hein. À un moment donné, vous n'allez pas tenir la relation tout seul. Hein. Donc, s'il est trop extrémiste dans ces passages à l'acte névrotiques de je me retire parce que je suis effrayée, bon, bah, à un moment donné, choisissez quelqu'un d'autre. Hein. Arrêtez de vous pourrir la vie en prenant des personnes qui ne peuvent pas gérer le lien. Quoi. Enfin, voilà. Hein. De se faire souffrir dans la vie. Non, parce qu'après, on somatise. Donc... Et puis pas que moi. Hein. Donc faites attention, voilà. C'est important de voir jusqu'où c'est OK pour vous, jusqu'où c'est gérable en fait. OK, c'est-à-dire que vous pouvez gérer ce type de relation et jusqu'où l'autre fait aussi un pas pour avancer, évoluer, travailler sur lui aussi. Hein, parce que voilà, si c'est un partenaire qui ne veut absolument pas mettre en conscience ces mécanismes de défense, bah, vous n'irez pas loin, puisqu'il ne va pas parler de ce qu'il vit à l'intérieur. Donc il va créer que des passages à l'acte. Donc finalement, si vous ne pouvez pas élaborer un tant soit peu, ça va se finir. Hein. La relation elle va s'arrêter toute seule, parce qu'il ne va pas donner signe de vie. Donc à un moment donné, elle se dilate la relation. Tu es un peu là, puis tu es un peu moins là, puis un peu moins là, puis après tu n'es plus là du tout. Quoi. Donc voilà. Parce que dans toute relation, il n'y en a pas quand même un qui va être plus attaché, sans parler de ce que j'entends de ce fonctionnement psychologique. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui aussi aura plus le temps que l'autre? Alors, oui. Un dépendant affectif qui a beaucoup de temps, qui est avec un contre-dépendant qui est surbooké au niveau travail, au niveau enfant, au niveau... ça ne va pas le faire. Oui. Et c'est pas plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, une relation... ça devient de la passion pour l'un, un peu trop, et puis l'autre, au fond, bah, il est qu'à moitié. Oui, alors je répète sa question, parce que des fois je ne sais pas si on entend. Est-ce qu'il n'y a pas dans toute relation un qui est plus attaché que l'autre? J'étais interviewée ce matin, c'était la question que je posée. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est toujours plus amoureux que l'autre, plus attaché, notamment ici, tu développais ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des pathologies? Parfois, on parle de bipolarité. Oui, quand d'autres vont dire, en fait, il te manipule. Oui, il ne manipule pas tant que ça, il est peut-être bipolaire, il a peut-être ses problèmes. Oui. Après, le contre-dépendant, c'est plutôt un frileux ou un planqué, donc on a tous nos problèmes. Ça me suggère tout ça, je t'entends et puis je ça t'associe là-dessus. Parce que donc la question, c'est s'il n'y en a pas un qui est plus attaché que l'autre. Et le dépendant n'est pas toujours, je disais, le dépendant, il a toujours plus de temps que l'autre. Non, des fois, il y a des dépendants hyperactifs, mais qui sont dépendants de la relation. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ils sont très affectifs et ils ont besoin du lien ou du contact. Mais souvent, on voit quand même apparaître quelqu'un qui est plus chaud passionnel, chaud demandeur, que plus attaché que l'autre, qui est moins attaché, qui a une forme d'attachement qui est différente. Voilà. Parce que l'attachement, il prend différentes formes. Chez le contre-dépendant, c'est un attachement plutôt évitant. C'est une forme d'attachement, mais c'est aussi une forme, je dis, de système de défense. Mais c'est une forme d'attachement qui peut être en mode autonomie et qui peut être parfois saine aussi, tu vois. Je veux dire, ça dépend du curseur. Si tu es
si tu es plus attaché que l'autre, bah, c'est souvent le plus attaché qui est plus en souffrance, mais encore que parce qu'il va avoir un goût de l'intensité. Parce que celui qui est très attaché, il jubile de son attachement. Tu vois? Parce qu'il est passionné. Ah bon? Et oui, il y a une jubilation, parfois morbide, quand c'est dangereux, quand il a des conduites dangereuses, mais une jubilation à vivre un truc, une aventure intense. Je suis le passionné, et donc moi je vis quelque chose d'intense. J'ai des émotions fortes et des sensations fortes. Je suis l'acteur du film X, je sais pas quoi, enfin pas X, mais du film. Je sais pas ce qui me traverse à la l'acteur du film, voilà. Et d'un coup, je suis passionnée, je suis très attachée, je suis très amoureux. Et rappelez-vous, on est amoureux de son état amoureux très souvent. Et donc c'est. Si l'autre n'aimait pas. Hein? Il y a de la souffrance. Il peut y avoir de la souffrance, mais une jubilation à se sentir passionné. Et surtout quand il y a moi je te suis, moi je te suis, hein, ça rajoute une couche. Parce que pour qu'on soit passionné, il faut que l'objet nous échappe. Si l'objet d'amour est extrêmement sécure et qu'il ne nous échappe plus, à ce moment-là, la passion redescend d'autant. Et oui, la passion, ça va avec le manque souvent. Hein. Ça nous disait, ça va avec Eros. Ça va avec je veux te posséder. Donc Eros, l'érotisme, c'est pour ça que je pensais à la sexualité. Je veux te prendre, je veux t'absorber, je veux te dévorer, je veux te manger. Quoi. Voilà. Donc ça va avec la passion et ça va avec l'état amoureux. Et si tu veux, c'est ce que disaient les Grecs, c'est le premier étage de l'attachement. L'attachement agapé, qui est l'attachement filiaque, un attachement plus amical, amitié, plus de tendresse, et moins dans l'éros. Mais donc c'est un attachement cœur à cœur, c'est un peu différent. Donc c'est moins passionnel, mais c'est une forme d'attachement aussi. Et certainement moins souffrant. Ce qui est souvent, c'est que quand il y en a un qui est très attaché, passionnel, et que l'autre ne l'est pas. Mais très souvent, si l'autre ne rentre pas dans la passion, dans Eros aussi, celui qui est embarqué dans sa passion, il ne va pas faire long. Toi, tout seul, au bout d'un moment, ça va s'éteindre sa passion. Hein. Donc il va chercher quelqu'un avec qui il peut vivre de la passion. Alors si c'est mari et femme, chercher un amant, une maîtresse, un truc, voilà. Pour se sentir vibré, passionné, vivant. Je vous rappelle que c'est souvent un problème de se sentir vivant. Hein. Je ne voulais pas tant parler de la passion. Mais ouais, c'est intéressant, la passion. Je voulais dire que s'il n'y a pas de temps pour la relation, il y a plein de gens qui sont surbookés à notre époque. Oui, donc, plein de gens sont surbookés à notre époque. Ça, non, mais on va dire qu'ils sont contre-dépendants, mais c'est qu'à un moment donné, ils vont dire mais j'ai pas le temps. Non, oui, c'est pas une raison. C'est un peu ce qu'elle disait, c'est le contre-dépendant. Le contre-dépendant, il dit souvent j'ai pas le temps. Moi je suis bien d'accord, hein, mais quand une personne vous aime, des fois tu trouves des gens, tu vois, ils ont quand une personne vous aime, il y aura toujours du temps pour vous. Oui. Quand une personne ne vous aime pas, il n'aura pas du temps. Alors, ce qu'il dit, c'est quand une personne t'aime, il dégage du temps. Il trouve du temps pour toi. Il va prioriser la relation. C'est bien, c'est bon, hein. Ça, c'est des mots rassurants. Ça, effectivement. On voit qu'il est plus dépendant affectif. Parce que quand tu es contre-dépendant, tu ne dis pas ça. Parce qu'en fait, quand tu es contre-dépendant, tu donnes du temps, mais tu ne donnes pas la priorité à la relation, en fait. Parce que tu en as peur. Donc il peut être surbooké, etc. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est vrai que, tu sais, il y a toujours moyen d'envoyer un petit texto, même dans les toilettes. Hein. Non, mais c'est vrai, des fois c'est un like, un machin, ça prend pas un temps considérable. Mais les dépendants savent bien, parce qu'eux, ils savent trouver le temps. Et c'est pas forcément un temps conséquent, c'est juste mettre une phrase des fois, tu vois. Répondre à un SMS, c'est juste un mot. C'est ça qu'il attend. Et le contre-dépendant, lui, il fait... en général, il donne pas... Même pas un smiley, tu vois, des fois. C'est une manière de se réfugier dans sa bulle et de dire non à la pression qu'il imagine que l'autre lui met. Je sens la contrainte, je sens la pression et je ne te donnerai pas ce que tu attends exprès, dit l'enfant rebelle. Parce que mes parents m'ont fait le coup et donc on m'aura plus. Oui, voilà. Peut-être, ouais, c'est aussi... mais encore faut-il que le contre-dépendant ait envie de se soigner. Parce que bien souvent, il ne met pas en lumière la partie qui aspire à faire couple. Pour lui, il reste dans son confort
d'avoir des relations comme ça en pointillé. Et il s'en satisfait. Des fois, il dit bon, bah, j'ai trouvé la nature, je communie avec la nature, je communie avec le soi, je communie avec les chiens, enfin tout ce que tu veux, quoi. Mais communier avec l'autre un peu, mais bon, oui, ok, je suis un peu seule dans ma vie, mais bon, ça va, je gère et tout. Alors peut-être un jour, je trouverai quelqu'un, mais tu vois, c'est des discours comme ça. Il met pas en lumière qui pourrait sortir de ça. Hein? Il met pas en lumière qui pourrait sortir. Non, il met pas en lumière le conflit intérieur qui est j'ai très envie et j'ai très peur. Et j'ai très peur et je suis très en colère et j'anticipe le rejet, j'anticipe la souffrance et c'est ça qui me fait horriblement peur. Et je ne sais pas me mettre en colère dans la relation. Et donc du coup, ben, je dis oui au lieu de dire non et donc je m'englue là-dedans. Et du coup, ben, je veux surtout pas qu'on projette quelque chose. Dès que l'autre a envie de projeter un bébé, j'avais eu 6 cas cette semaine. Plus sa copine disait moi je peux pas supporter d'être avec un homme qui je vais avoir 35 ans qui me dit pas qu'il veut faire un enfant avec moi. Ça faisait déjà 3 ans qu'ils sont ensemble, donc bon, à l'approche de l'horloge biologique, elle se dit moi attends, s'il me dit pas clairement qu'il veut faire un enfant dans les années à venir, moi je reste pas quoi. Et donc mais lui plus elle lui dit ça et plus alors lui dit bah, peut-être que je veux, peut-être ben oui, peut-être ben non, tu vois. Et oui, il y a plein de couples comme ça. Et comme le contre-dépendant, lui, il a du mal à dire oui quand on lui met la main, en plus, il met le couteau sous la gorge. Dis-moi oui ou dis-moi non. Est-ce que tu voudras dans un an et promets-moi que tu vas pas te retirer, tu vas pas, si tu t'engages à faire un bébé dans un an ou 2, mais pas tu dis oui maintenant, puis après tu le fais pas. C'est ça en fait. Ça insécurise beaucoup le dépendant affectif qui lui veut de la sécurité en fait et veut d'engagement. Et l'autre, le contre-dépendant, alors lui quand tu lui dis ça, alors lui ça va 3 pas en arrière. Il faut que je promette quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il y ait un futur. Voilà. Il anticipe le rejet de l'autre ou son propre rejet? Et il anticipe que l'autre lui met la pression et qu'il va devoir s'engager. Mais tu parlais de rejet après. Mais il anticipe, ouais. Son propre rejet futur ou le rejet de l'autre? Il anticipe l'étouffement, que l'autre va l'envahir. Oui, avec ses demandes, et après il y aura un enfant, et donc il va être contraint. On est sur l'organisation de on va pas me laisser libre. Je vais devoir être à la hauteur des responsabilités, d'être un bon époux, d'être un bon papa, et donc on va m'en demander beaucoup. Et moi, je me sens pas à la hauteur de tout ça, je vais perdre ma liberté là-dedans. Eh ben, ça m'effraie beaucoup. Hein. Ça, c'est le contre-dépendant, tu vois. Et comme il ne nomme pas toutes ses peurs, et en plus c'est souvent des peurs imaginaires, hein, parce que bon, c'est souvent des personnes qui sont capables de tenir des responsabilités, etc. Mais ils ne savent pas mettre des stops en disant, là, je négocie, là, je veux bien passer du temps à être papa, et là, je veux passer du temps pour moi-même, tu vois, pour faire des trucs avec moi-même. Comme ils ne savent pas négocier, ils ont peur d'être pris dans des contraintes pas possibles, et du coup, ils préfèrent dire non en amont. Voilà le truc. Donc en fait, ils disent pas vraiment non, ils disent pas oui, pas non, ils disent ni blanc, ni noir, ni rien, ni bleu. Et vous ne trouvez pas que c'est une forme de perversité ou de manipulation? Le fait de rien dire. Bah, en fait, eux, ils sentent. Ah oui, est-ce que c'est une manipulation de rien dire? Ben, c'est des thèses, ouais, mais ils se manipulent tout seuls parce que même, c'est pas gagnant-gagnant comme relation. Bah, de manipuler l'autre par la... Ben ouais, mais il n'y a pas de conscience sur la manipulation, c'est un système de défense. Donc ils sont pas en train de se dire je suis en train de manipuler ma compagne. Il est en train de se dire oula, qu'est-ce qu'elle me veut là? Il va falloir que je m'engage, oh là là, ça va me faire perdre ma liberté, ou il ne conscientise pas grand-chose en fait. C'est la peur qui prend le pas et qui fait je me tais. Il y a des couples qui peuvent passer à côté de quelque chose de... Ah bah oui, il y a beaucoup de couples qui passent à côté de quelque chose de merveilleux. C'est souvent ça crée ça occasionne des ruptures amoureuses. Hein. Souvent, d'ailleurs cette patiente là que j'ai avec cet homme-là, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, ils s'entendent super bien en fait dans le quotidien, tout va bien. Mais il peut précisément pas s'engager à lui promettre de faire un enfant avec elle. Et elle, comme elle veut absolument fonder une famille, ça l'insupporte et elle a rompu à cause de ça. Et donc, bon, après, on a échangé pour voir si elle ne peut pas remettre... parce que c'est une rupture qui est vraiment brutale.
Après, bon, comment apprivoiser un contre-dépendant pour quand même pouvoir créer une dynamique de communication qui fait que ça ne l'effraie pas, mais qui peut quand même rester dans le lien. Parce que la relation, souvent, si vous ne l'effrayez pas trop, elle se construit au fur et à mesure, quand même, la relation. Si vous ne mettrez pas la pression, il faut quand même qu'ils mettent de l'énergie dedans. Hein. Si vous mettez zéro énergie dedans, il n'y a plus personne. Mais si vous ne l'effrayez pas, la relation se construit au fur et à mesure, sans promesse de bâtir quelque chose dans le futur, mais les projets se font au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, si vous l'effrayez pas? Effrayer dans le sens de lui mettre la pression, il faut que tu... Si tu t'engages pas, je te quitte. Zéro pression. Ouais, faut pas trop lui mettre la pression, faut y aller en mode adulte, c'est-à-dire le confronter en disant, ben, si tu mets pas d'énergie dans la relation, enfin si par exemple, ben, tu veux pas, tu organises pas un déplacement pour qu'on puisse se voir, ou etc., ben, on va pas se voir. Donc si, ben, voilà, donc tu es responsable aussi du fait de perdre de lien. Donc, mais si tu veux qu'on se voit, ben, faut qu'on organise nos rendez-vous, quoi. Voilà, c'est pas méchant, si tu veux, c'est confrontant dans l'adulte, quoi. Est-ce que tu as envie de me voir ou pas? Donc, si tu as envie de me voir, bah, faut qu'on s'organise. Voilà. Mais t'es pas obligé. Alors après, pour un enfant, bon, bah, la question de la paternité, là, c'est plus délicat. Parce que souvent, c'est des personnes qui veulent... C'est pas qu'elles sont contre le fait d'être père, c'est le fait d'être contraint. Donc, faut le deviner aussi, ça. Faut savoir comment fonctionne un contre-dépendant. Et deviner qu'en fait, c'est la contrainte qui l'effraie. Donc si vous diminuez la pression de la contrainte en lui disant, bon, ok, tu seras père, mais bon, tu vas m'en occuper, enfin, je veux dire, faut pas t'affoler, c'est pas la fin du monde, quoi. Faut voir les peurs, quelles sont les peurs, discuter de ces peurs, ouais. Est-ce que le meilleur moyen pour se soigner pour un dépendant affectif ne serait pas d'être avec une personne dont elle ne serait pas du tout amoureuse? Alors la question c'est, est-ce que pour un dépendant affectif, c'est d'être avec quelqu'un dont elle n'est pas éprise ou amoureuse? C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de s'en sortir pour le dépendant affectif, de ne pas s'attacher, de ne pas aimer, quand même, de s'attacher tièdement. Il faut être maso. Bah, vous pouvez essayer, vous pouvez être dans des amours... Sans attachement. Oui, sans attachement, sans implication... un peu plus conso, ou de l'amitié amoureuse, des trucs comme ça. Mais c'est pas ça que vous cherchez. De nouveau, on aspire au lien et on a peur de se faire mal en redevenant dépendant. Donc on devient un peu tiède, quoi. On fait de l'amour-amitié ou de l'amitié amoureuse, des trucs comme ça. Non, surtout pas l'amitié. L'amour-amitié, les sex friends, je parlais. Passager, quoi, en fait. Oui, bah oui, des trucs un peu conso. Bah oui, c'est ce que j'appelle les sex friends, quoi. Voilà. Bon, bah pourquoi pas, tout est possible, mais c'est pas ça l'aspiration. Souvent, que ce soit le dépendant contre dépendant, l'aspiration c'est un lien durable, quoi, tu vois, mais plutôt harmonieux, quoi. On se prend pas la tête tous les 107 ans, quoi. Donc voilà. Après, ça peut être une période comme ça, de se faire moins souffrir, mais en parallèle, je te confie quand même que ça serait bien de faire un travail sur ce que j'ai dit, sentir sa présence, l'autonomie, se libérer du manque, arrêter de vouloir saisir, parce que y aller tièdement, tu vois, sans s'impliquer vraiment, en fait tu vas être vite déçu si tu sautes d'une personne à l'autre. Bon, et après tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, bon bah voilà, tu t'es amusé un peu, puis next, quoi. Voilà. Bon. Est-ce qu'un contre-dépendant qui n'est pas vraiment contre-dépendant tout le temps. Oui. Attends, est-ce qu'un contre-dépendant qui n'est pas contre-dépendant tout le temps, donc il serait quoi? Il serait dépendant? Est-ce qu'un contre-dépendant qui tombe amoureux, oui, ne finirait pas être dépendant affectif? Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'un contre-dépendant qui tombe amoureux finit pas par être dépendant affectif? S'il prend confiance, c'est-à-dire que prendre confiance, ça veut dire qu'il se sent en sécurité avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne l'accueille, le prend à l'endroit où il est, ne cherche pas à le changer, n'a pas trop d'attente sur lui. Il peut se lâcher un peu, se sentir en sécurité et tomber vraiment amoureux parce qu'il se sent accueilli inconditionnellement comme il est.
Et à ce moment-là, avec cette sécurité du lien, il peut effectivement se lâcher. Devenir dépendant affectif, je suis moins sûre, parce que les systèmes sont quand même mis en place depuis l'enfance de l'évitement. Mais il peut être en sécurité et s'ouvrir, ouvrir son cœur, se sentir plus détendu, faire moins ces coups de passage à l'acte de je me retire, je donne plus de nouvelles, tu vois. Donc rester plus dans le lien parce qu'il se sent plus en sécurité. Mais il passera dépendant, ça va pas être son truc. Hein. Et si par exemple, comme c'est toujours le principe de fuis-moi, je te fuis, oui. si elle ou lui trouve une personne qui est encore plus contre-dépendante que lui. Ah ouais, non, ça marche pas. Parce que le contre-dépendant, quand il tombe sur un autre contre-dépendant, même s'il est amoureux, non, il n'y a pas de relation parce qu'il dit « Ouh là là, ça sent le roussi. Je veux surtout pas être dépendant. Lâchons l'affaire. » Il va lâcher l'affaire. Il ne veut pas se mouiller, en fait. Il n'a pas envie d'avoir mal. Donc, il va revenir à ses habitudes, qui est la nature, la spiritualité, je sais pas quoi, les animaux, tout ce que tu veux, son hobby, le tricot, enfin, tout et n'importe quoi, pour éviter de s'attacher en plein. Non, non, si deux contre-dépendants ne font pas affaire. Et deux dépendants, ah si, ça peut arriver, deux dépendants affectifs, c'est des béquilles l'un pour l'autre en fait. Hein. Mais bon, c'est complètement névrotique comme truc. Hein. C'est complètement névrotique parce que c'est deux enfants perdus qui se tiennent les coudes. Donc, il ne faut pas qu'on se lâche, quoi. Mais c'est souvent, hein, ça arrive hein, quand même. Dans la dynamique qui est deux enfants immatures dans le sens qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'eux, et donc ils trouvent chez l'autre la symbiose, quoi. Donc, deux dépendants affectifs, oui, ça fait affaire, mais c'est deux béquilles l'un pour l'autre. C'est comme s'ils sont dans un navire et que le navire va couler, il est prêt à couler à chaque instant, quoi. Donc il y a beaucoup de conflits, de peurs, c'est pas très serein comme relation en général. Ils peuvent s'ennuyer aussi au bout d'un moment. De béquilles. Oui, oui, ils peuvent soit s'ennuyer, soit au contraire être très dans la peur. Faut pas que l'autre, c'est souvent des fusionnels, tous les deux très fusionnels, et on se reconnaît, on se soutient, on se reconnaît, on a notre but, notre espace à tous les deux, les autres autour, faut pas qu'ils rentrent dans notre but. Mais s'ils s'entourent, ces deux... Hein, s'ils ne restent pas isolés, mais qu'ils s'entourent quand même d'amis, de relations. Ils sont moins fusionnels, ils sortent un peu de leur dépendance à ce moment-là. Retrouver son espace, retrouver son identité, c'est grandir dans l'autonomie. Être tous les deux fusionnels, et il y a des couples comme ça, ils fonctionnent qu'en mode fusionnel, puis après quand il y en a un qui sort de la fusion, qui bouge et qui retrouve son cercle d'amis, ses soirées, etc., celui qui est archi habitué à être fusionnel, il est là en mode oh, comment je fais. Donc ça le force aussi à retrouver son autonomie, son espace en fait. Mais oui, il y a des couples de deux dépendants affectifs, ça se fait ça. Hein. Qui sont entourés d'amis. Qui peuvent être entourés d'amis, mais c'est leurs mêmes amis, c'est leurs amis communs. Là je te parle d'un espace propre, qui est mes amis ne sont pas tes amis. Je ne partage pas mes amis tout le temps. Il y a des moments où on peut partager, et des moments où je ne partage pas. J'ai ma vie propre, quoi. Mais deux contre-dépendants, non, ça ne fait pas affaire. Ça peut faire très longtemps. Dans une relation amoureuse, au début, effectivement, il y a la fusion, et puis après, avec le temps, ça se fait. Souvent, mais pas toujours. S'il y a dans la dynamique dépendant contre dépendant, ça s'estompe pas, figure-toi, parce que le dépendant, si l'autre n'est pas trop contre-dépendant et que le dépendant reste en lien, comme le contre-dépendant c'est celui qui nous échappe, le dépendant court toujours derrière. Donc il est amoureux en fait. Donc il court derrière le contre-dépendant. Donc ça alimente l'état fusionnel, l'état amoureux du dépendant et passionné. Mais c'est clair à dire que le contre-dépendant. Le contre-dépendant, lui il joue son rôle de contre-dépendant, c'est-à-dire il est là, puis il n'est plus là, puis il est là, il est un peu là quand même, parce que s'il n'est pas là du tout, il n'y a personne. Hein. Mais, ou alors il est dans la même maison, il peut faire couple, hein, mais il fait ses trucs, il est sur son ordi, enfin, je sais pas, il va au foot, où elle va, je sais pas où. Enfin, elle est là sans être là, quoi. C'est présent absente. Ça développe quand même des frustrations. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a de la frustration pour le dépendant. Non, mais ça tue l'amour. Ça peut, mais en même temps, il y a des personnes qui sont très investies dans le lien et qui, même frustrées, perdurent. Parce que n'oublie pas que dans la dépendance affective, il
il y a la peur de perdre le lien. L'autre est presque... c'est le substitut du parent. Hein. Donc en fait, même s'il n'est pas tout à fait là, ou zombie, enfin pas zombie, mais assez absent dans la relation, c'est quand même mieux que rien. Parce que rien, c'est la solitude. Et ça l'effraie. Et souvent, le dépendant affectif d'abord se maltraite, ne se valorise pas, ne s'apprécie pas lui-même, il se dévalorise. Donc il a peur de ne pas être aimable, hein, et de ne pas trouver quelqu'un d'autre que celui qui n'est pas terrible, mais qui est quand même là. Mieux vaut celui que je connais que rien du tout. Oui, tu vois, ça peut s'arrêter. Que ça peut s'arrêter, et qu'en plus, il n'a pas confiance en lui, il ne se valorise pas, il ne se trouve pas assez aimable, donc il ne se dit pas, il y a de l'abondance. Non, il se dit, déjà j'ai quelqu'un, restons-y. Même s'il n'est pas tout à fait OK ou correct ou présent à moi, que je suis frustrée, mais au moins je l'aime, au moins il est là quand même pour moi, il y a des moments où il me soutient, il ne faut pas exagérer. Et il se raconte des histoires d'ailleurs. Il falsifie la réalité souvent en disant qu'il est plus là qu'il ne l'est, où il garde les bons souvenirs et ne voit pas combien il n'est pas là. Tu veux dire que ça sera toujours l'autre qui va arrêter la relation? C'est souvent le contre-dépendant qui a le contrôle. Le dépendant affectif, des fois, à force d'être frustré, d'être malheureux et de souffrir, il peut quitter la relation, mais ça l'oblige à faire un travail sur lui, sur la solitude, sur s'aimer, sur s'apprécier, sur... voilà, parce que sinon... s'aimer suffisamment pour trouver quelqu'un d'autre, un autre jardinier qui prendra soin de son jardin. Parce que sinon... c'est ma soeur qui dit ça dans son couple. Et oui. Elle s'en plaint tout le temps, mais elle n'arrive pas à le quitter. Voilà, donc ça c'est vraiment le problème de dépendance. Je m'en plains, je suis victime, mais j'arrive pas à le quitter parce que j'ai peur de ne pas trouver quelqu'un. Parce que j'imagine que d'abord seul je ne gère pas, et il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour moi en fait. Et c'est ce que se disent tous les dépendants affectifs, c'est au moins lui il est là, et puis après il falsifie. Hein. Il est là, il fait ça si pour moi, il est quand même là, et puis il m'aime, et puis il m'a aimé, et puis tata, et puis tata. Donc, après, on idéalise quand même la relation, et ils s'en plaignent à la fois. Donc, et puis ils s'en plaignent aux copains, aux copines, mais pas aux partenaires. Elle est frustrée parce que... Alors les copains et copines, ils sont là. Bon, bah t'as qu'à le quitter, puisque t'es pas contente et que tu t'en plains tout le temps. Pourquoi tu le quittes pas? Et ben, ça marche pas. Parce qu'il y a un attachement souffrant, mais il y a une peur de retourner à la solitude. En fait, ma soeur, elle souffre, elle est frustrée parce qu'il n'est pas assez câlin. Oui, par exemple. Donc sa soeur, elle est frustrée parce qu'il n'est pas assez câlin, l'autre, elle est frustrée parce qu'il ne répond pas aux textos, ou parce qu'il ne parle pas émotionnellement, il ne s'implique pas. Enfin bon, voilà. Donc c'est sûr qu'il y a plein de manières d'être frustré quand on est avec quelqu'un qui est contre-dépendant. Mais c'est de la codépendance en fait. Hein. Parce que, parce que souvent, c'est des relations qui se maintiennent dans le temps quand même. Curieusement, ce sont des relations qui durent. Donc il y a quand même une forme de codépendance, parce que je vous rappelle que le contre-dépendant, il trouve son compte parce que l'autre est attaché. Donc ça le sécurise qu'il est attaché quand même. Ça le valorise et ça le sécurise. Et tu as raison. Bah ouais. Bah, au moins il y a quelqu'un pour moi, quoi. Donc, je suis pas tout seul. Je suis tout seul, je suis bien, mais quand même, mine de rien, ah bah elle est attachée ou il est attaché, bah c'est cool, quoi. Voilà. Ces comportements, la source de blessures dans l'enfance, que dans l'enfance, ou ça pourrait être une blessure qui arriverait plus tard dans l'adolescence? Ah, ça peut arriver. Est-ce que ce sont des blessures de l'enfance? Ça peut arriver souvent plus tard. C'est peut-être aussi des mémoires transgénérationnelles. Hein. Mémoires, c'est tout ce qui est intrusion, trahison, abandon. Hein. C'est peut-être pas toi qui as été abandonnée petite, mais ça peut être ta mère qui a été abandonnée. Donc tu traînes ce truc, un truc de trop loin. Les problématiques de ta mère, que tu as confié, etc. Tu vois. Ça pourrait être un divorce aussi, suite à un divorce. Quoi? Ça pourrait être suite à un divorce. Oui, ça peut être des expériences douloureuses aussi. Hein. Tu as un divorce qui s'est mal passé. Trahison. Ou trahison. Donc après, tu vas en mode frilosité, j'y vais pas. Oui, c'est tout à fait possible de trouver ça aussi. Hein. Ce sont des expériences traumatiques en fait. Mais il y a quand même un terrain de base quand même qui est je veux plus, enfin je me suis fait mal dans la relation, je veux plus souffrir, que ce soit en mode dépendant qui veut plus être dépendant ou en mode contre-dépendant qui se protège.
Il y a quand même quelque chose à regarder et à changer, je pense, pour pas basculer ni du côté complètement indépendant, ni du côté complètement dépendant. Voilà. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire aussi que, je pense que ça existe, des enfants qui ont des super parents, qui sont super équilibrés, ils vont pas tomber là-dedans. Ils vont rencontrer des histoires plus ou moins, mais ils vont peut-être pas. Non, alors ta question, est-ce que ça existe que les enfants très super équilibrés, bon, déjà il y en a 5%, je crois. J'avais fait un travail sur l'attachement sécure, c'est très... ouais, parce que les parents font toujours un traumatisme des enfants. Après, il y a petits et grands traumatismes. Tu as le poids du transgénérationnel, tu as le collectif, enfin tu as tout ce que tu veux, tu as l'école, tu as plein de manières d'être traumatisé. Donc, bon, on va dire qu'ils seront peut-être moins à même de jouer dans la cour des grands dépendants et des grands contre-dépendants. Ils seront soit moins figés, soit moins dépendants. Ça sera moins aigu. Mais il peut y avoir des périodes où tu tombes dans le panneau quand même. Hein. Ça fait des expériences, hein, en fait. Hein. Ça fait des expériences de vie bon, voilà, qui sont riches aussi, pour cadrer positivement. Hein. C'est intéressant. J'ai dit, de toute façon, quand tu es dépendant, ça te fait travailler sur le goût de la solitude, l'autonomie, s'écouter, se reconnaître, s'apprécier. Par exemple, le couple, homme et femme, donc il y a ça, et quelqu'un qui va de homme et femme, c'est-à-dire une femme qui va avec des femmes, un coup elle est déçue avec les femmes, elle va avec les hommes, elle est déçue avec les hommes, elle va avec une femme, et elle, qu'est-ce qui se passe là? Alors, attends, une femme qui est déçue avec les hommes qui part avec les femmes, et déçue avec les femmes qui part avec les hommes. Oui, parce qu'il y a les blessures, et puis il y a la dépendance. Ben oui, si t'es déçu tout le temps... ouais. Si t'es tout le temps déçu, ben t'as le droit, mais... C'est pas moi. C'est quoi la question? Je parle pas pour moi, mais c'est... Il faut regarder pourquoi tu es toujours déçu de la relation. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Si tu passes ton temps à être déçu, c'est que il y a un point. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la relation, quoi? Tu cours après quoi? Déjà, c'est la première question que vous posez. Hein. Vous courez après quoi? C'est que la relation n'est pas à sa place. Elle prend trop de place. Elle est collée sur vos yeux, là. Donc si c'est une priorité des priorités, c'est qu'elle prend trop de place. Donc remettez-la comme vous pouvez, hein, à sa juste place, en admettant qu'il y a d'autres sphères de votre vie qui peuvent prendre de la place, quoi. Et puis que l'essentiel n'est peut-être pas là. Hein. C'est quoi l'essentiel pour vous? Est-ce que c'est vraiment l'autre? Est-ce qu'il y a vraiment un autre, hein, on entend dire souvent dans la non-dualité qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'autre. Donc que tout ceci n'est qu'une illusion, que nous imaginons qu'il y a un autre et on se raconte une histoire. En fait, on n'est pas séparés. Donc bon, j'en sais rien, c'est vrai ou faux. On a l'impression qu'il y a un autre, mais on se raconte beaucoup de choses là-dessus. Et l'autre, ceci, et qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce que je compte pour lui, est-ce que je compte pas pour lui. Alors pendant que vous faites ça, vous faites pas autre chose. Ah, vous n'avez pas le temps, hein, c'est tout le terrain de la jalousie, de la dépendance. On fait exister quelqu'un, y compris quand il n'est pas devant nous, et c'est virtuel, quoi. Il n'est absolument pas là, mais on le fait exister. Alors pourquoi? Est-ce que parce que l'esprit a horreur du vide, il faut bien faire quelque chose de ça dans sa tête? J'en sais rien. Je crois que oui, en fait, hein. J'en suis là. Je pense qu'on met quelque chose parce qu'on ne supporte pas le vide. Donc il faut bien faire exister quelque chose. Donc on fait exister un autre, une histoire extraordinaire ou pas extraordinaire, ou souffrante, ou machin. Enfin, on se fait des films, quoi. Si c'est pas ça, c'est les enfants. C'est pas les enfants, c'est quelque chose, quoi, qui nous habite. Hein. C'est la santé. Après, c'est pas. On a des thèmes. On passe d'un thème à un autre. La jalousie est exprimée souvent par les dépendants. La jalousie, oui, c'est les dépendants qui sont anxieux et jaloux, hein, beaucoup plus que les contre-dépendants, qui eux ont tendance à ne pas être jaloux d'ailleurs. Parce que, voilà, parce qu'ils se gèrent bien tout seuls, donc c'est pas des, en général, c'est pas des gros jaloux, ou s'ils le sont, ils le manifestent pas. En tout cas, ils le revendiquent pas. Ils vont s'afficher non jaloux. Alors, est-ce qu'ils le sont vraiment au fond?
au fond du fond, peut-être pas. Hein. Peut-être que quand l'autre menace de quitter le lien avec quelqu'un d'autre, peut-être que là, il commence peut-être à se dire, oh, bah mince, peut-être j'y étais plus attachée que je n'y croyais. Mais bon, c'est pas qu'ils n'ont pas revendiqué. Ils sont pas, c'est pas des anxieux, hein, c'est plutôt des évitants. C'est je m'éloigne, tu m'étouffes, tu m'intruses, tu attends trop de choses, donc moi je pars. Ouais. Et si la contre-dépendance n'était qu'une question du degré d'amour que l'on éprouve pour l'autre? Parce qu'on nous dit généralement quand le cœur parle, la raison se tait. Celui qui commence à ruminer des stratégies n'aime pas réellement. Parce que quand on aime, on se libre complètement. Donc, alors, il dit, c'est une bonne remarque. Quand on aime, on ne compte pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc quand on aime vraiment, on ne crée pas des stratégies pour fuir l'autre. Mais en fait, ce sont des stratégies inconscientes. Ce sont des modes de survie. Je me rappelle, hein, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Quel amoureux êtes-vous » où je travaille sur les profils amoureux. Et justement, je disais, c'était des modes de survie, ce sont des stratégies qui ne sont pas conscientes. Le contre-dépendant n'a pas conscience qu'il fuit la relation pour fuir. Il fuit la relation pour se protéger, en fait. Parce qu'il n'est peut-être pas trop amoureux ou trop amoureuse. Parce qu'il est froid dans la relation. Quand on est amoureux, non, on a du mal à... il est amoureux parce que, non, c'est pas qu'il n'est pas amoureux, il n'ose pas mettre les deux pieds dans l'eau. Parce que pour lui, il a peur, il anticipe qu'il va souffrir s'il est amoureux. Donc, il ne met pas les deux pieds dans l'eau, il met un pied. Et donc, ça veut dire que dès le départ... Donc, c'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il a peur d'aimer. Mais dès le départ, ça veut dire que la personne qu'il a rencontrée n'était pas vraiment la personne pour qui il avait un penchant. Parce que quand on a vraiment un penchant pour une personne... Non, ça c'est plutôt du côté des dépendants affectifs, parce que quand tu es contre-dépendant, tu ne fais pas exprès d'éloigner, de te mettre à distance, en fait. C'est trop envahissant, et c'est un mode de défense. Donc je ne réponds pas à tes appels, je ne réponds pas à tes textos, parce que je me protège. Et il ne fait pas exprès, c'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il a peur d'aimer. Il se défend d'être amoureux, peut-être? Hein? Il se défend d'être amoureux. Il se défend d'être amoureux, oui. C'est de la protection. Moi, j'ai été les deux. Hein. Moi, j'ai été les deux, et je peux vous dire que lorsque j'étais contre-dépendant, j'avais aucun attachement à la personne dès le départ. Et quand j'avais un c'est autre chose, ça. C'était vraiment. Non. Alors, il je dit. Je ne pouvais pas me permettre de faire un jour sans rappeler. Quand j'étais contre-dépendant, j'étais pas amoureux. Non, non, c'est pas contre-dépendant de ne pas être amoureux. Ne confondons pas. Quand on est contre-dépendant, on crée des hachures de liens. On est là, puis dès que l'autre nous veut trop, on se retire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut être amoureux au départ, mais c'est une peur en fait. Si tu n'es pas amoureux, tu n'es pas forcément contre-dépendant quand tu n'es pas amoureux. Tu peux avoir une relation sexuelle, tu n'es pas amoureux, tu n'es pas amoureux, point barre. L'autre ne t'attire pas, tu n'es pas forcément contre-dépendant. Hein. Mais c'est pourquoi je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'un contre-dépendant peut changer un jour ou pas? C'est-à-dire le jour où le contre-dépendant tombe réellement amoureux, est-ce qu'il peut réellement changer? Donc, est-ce que tout ne serait pas question du degré de l'amour qu'il peut éprouver un contre-dépendant? Alors la question elle est bien aussi. Est-ce qu'un contre-dépendant qui tombe amoureux ne peut pas changer et devenir un amoureux? Un vrai amoureux, c'est ça, tomber en amour et se lâcher. Il est organisé, j'ai répondu, je te réponds, que même s'il se lâche un peu parce qu'il prend confiance et qu'il veut que l'autre ne lui veut pas de mal et qu'il ne veut pas lui mettre trop la pression, qu'il le laisse libre, etc., il a quand même tendance à se méfier. Hein, il va tomber amoureux, il peut se lâcher, mais il y aura quand même un système de départ. N'oublie pas que ce qui est installé dans le disque dur ne s'en va pas comme ça en 2 minutes et demie, ni en 3, ni en 15, ni en toute une vie. Il y aura quand même une tendance à se méfier de l'envahissement ou de la contrainte. Mais ça ne l'empêchera pas soit de faire une thérapie, soit aussi d'être un peu plus dans l'ouverture, tu vois. Je m'implique plus, je suis plus ouvert, mais ça ne sera pas un fou d'amour comme le dépendant affectif fusionnel. Il peut être fusionnel par séquence. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas fusionnel, par moment, tu vois. Il peut être très... C'est ça que j'ai dit, le contre-dépendant. Curieusement, il peut être très fusionnel par moment, mais après se protège et se retire, tu vois, ou projette rien. Il prend le contrôle comme ça, en se retirant. Mais il y a des moments où il peut être... voilà. Et plus il est sécurisé,
plus il peut se lâcher, plus il peut être amoureux et aimant, etc. Mais s'il sent que l'autre est exigeant ou lui met la pression, il va mettre un stop. Il ne va pas vouloir changer de fonctionnement. Si tu exiges quelque chose de moi, tu ne m'auras pas, il dit. Hein. Si tu me mets la pression, si tu ne veux pas me laisser libre, tu ne m'auras pas. Au contraire, l'enfant rebelle. Nananère, je ferai que ce que je veux. Voilà. Voilà, alors on me dit, c'est ça que je dois m'arrêter. Donc, il faut être l'heure. Donc, merci à vous d'avoir suivi et participé. Et puis, la prochaine, c'est dans un mois. C'est sur le consentement sexuel dans le couple. On m'a interviewé il n'y a pas longtemps sur une radio, comme je n'ai pas pu prendre la parole, je me suis dit, la prochaine fois, je prendrai la parole à part entière sur ce thème-là. Celle d'après, c'est sur faut-il admirer pour aimer. Et puis, je donne un séminaire aussi à Paris, voilà, 21-22 novembre. Je donne de temps en temps des séminaires sur la relation, pour que vous puissiez vivre des relations saines. Alors, je vous accompagne comme en thérapie dans des groupes. Ou sinon, vous me retrouvez aussi. Je donne aussi des consultations. Voilà. Merci à vous et puis bien belle soirée. Si vous voulez être sur ma mailing list pour recevoir ma newsletter, vous pouvez vous mettre votre adresse mail.